Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 6 décembre 2024. Cette semaine, je vous amène avec moi à Las Vegas où j'ai passé la semaine pour assister à l'édition 2024 de AWS reInvent, le grand rendez-vous annuel du géant de l'info nuagique. Plus de 60 000 participants ont convergé cette année. Beaucoup d'annonces y ont été faites, mais je vous rassure, on ne va pas parler de tout ce qui a été annoncé, mais seulement de quelques-unes de ces annonces qui sont pour moi représentatives d'où la technologie s'en va. Et puis, je vous présenterai quelques personnes croisées dans les corridors lors de ces quelques jours de conférences, de formations et d'expositions. Et puis, tant qu'à être à Las Vegas, on va parler d'une nouvelle attraction québécoise qui se prépare et qui va faire rêver les gens là-bas à l'automne prochain. C'est une création du studio Paul et Félix. On en parle un petit peu plus tard. Sinon, mes collègues sont là. Il y a Thierry Weber qui va nous parler du canton de Neuchâtel où on vient de légiférer dans le domaine du numérique. Stéphane Ricoul s'intéresse aux lois qui encadrent le numérique au Canada. Et Jean-François Poulain va nous parler d'un conclave pour le monde du UX. Et puis avant tout ça, on ira faire un tour à Paris pour retrouver Jérôme Colombin et parler d'actualité numérique. Alors voilà pour le programme de Mon Carnet cette semaine. Permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Nario Bisaillon, Sami Ben Massour, Tatiana Magloire, Thomas Zella et Bertrand Courtois. À vous 5, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. Je suis très heureux d'être avec vous en ce moment et à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, avant de se rendre à Las Vegas, on va aller faire un détour vers Paris pour rejoindre Jérôme Colombin pour notre échange de la semaine. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Bah alors, on est sous la neige? Oui. Ben, ça a bien l'air qu'on est sous la neige. En même temps, c'est le Canada, hein? Oui, fallait pas être surpris, mais c'est quand même un choc. Parce que moi, j'arrive à l'instant, il y a quelques heures, j'étais encore dans les airs, et il faisait beau à Las Vegas, il faisait chaud, c'était le beau soleil, oui. Et puis là, j'arrive, c'est la tempête ici. Montréal sous la tempête. Ouais. Mon pauvre ami, bon, tu vas devoir sortir les doudounes. Non, mais t'aimes ça, de toute façon, la neige, c'est une seconde nature pour vous. Ben oui, j'ai hâte d'aller pelleter. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais de toute façon, j'aime mieux avoir une tempête de neige que vivre dans un pays où il n'y a pas de gouvernement. Oh, c'est une basse attaque. Ouais, j'avoue, en plus, j'ai rien à répondre à ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va zapper le sujet parce que... Mais Jérôme, je te rassure, il n'y a pas de vote de confiance entre nous. Entre nous? Totalement. Bon. Ma confiance. Il n'y a que de la confiance, mais pas de vote. Exactement. Alors, pas de vote. Bon, tu étais donc à Las Vegas. Oui. Non pas pour prendre le soleil, mais pour prendre des nouvelles d'Amazon. Oui, mais plus particulièrement de son aile infonuagique, AWS. Amazon Web Services. Oui, et c'est dans le cadre d'un événement annuel. C'est la grande fête, un peu l'équivalent des grandes keynotes de Apple ou celle de Microsoft, Ignite. Mais là, c'est une fois par an. C'est un rendez-vous qui se fait au début décembre chez les gens de AWS. Pour te donner une idée, là, c'est assez couru. 60 000 personnes étaient là. Et pendant qu'il y avait des annonces... c'est vraiment impressionnant. C'est un mini CES. Oui, c'est 60 000 personnes qui sont là, à la fois pour aller prendre des nouvelles de ce que AWS prépare pour l'an prochain, mais aussi il y a une bonne partie de ces gens-là qui viennent obtenir leur certification pour des formations qui sont offertes par AWS pour travailler avec différents de leurs outils. Mais c'est donc l'occasion pour l'entreprise d'annoncer les nouveaux services, les améliorations, et il y en avait beaucoup. Et oui, puisque dans ce qui est vraiment perceptible pour nous, grand public, eh bien, notamment l'annonce de l'IA fait par Amazon. Ça y est, ils sortent à leur tour leur modèle d'IA. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont déjà présents dans le domaine de l'IA depuis longtemps parce qu'ils l'utilisent même pour faire fonctionner l'info nuagique. À un moment donné, tu as besoin d'algorithmes pour arriver à te retrouver là-dedans. Donc, ça fait longtemps qu'ils l'utilisaient. L'an dernier, ils avaient présenté Bedrock, qui est un peu comme leur catalogue d'intelligence artificielle générative. Là-dedans, on trouvait Anthropic avec son Claude. On trouvait les gens de Mistral qui faisaient partie du lot. Il y avait la mode de Meta, puis plein d'autres. Mais là, parallèlement, ils se sont dit, peut-être qu'avec l'expérience qu'on a,
de développer notre savoir-faire à l'interne, peut-être qu'on pourrait le partager. Alors, ils nous ont présenté cette semaine 6 modèles de langage et ça couvre vraiment différents domaines. Il y en a un qui fait que de l'écriture, il y en a un qui fait que du calcul, l'autre de la programmation, il y en a un qui travaille juste sur les images, il y en a un autre qui travaille juste sur la vidéo. Et là, ce qu'on est en train de préparer, peut-être avant la fin 2025, on va le voir, c'est ce qu'ils appellent en anglais, là, va falloir trouver l'appellation en français, c'est any to any. Donc, tu mets ce que tu veux au départ, que ce soit du texte, que ce soit des photos, que ce soit de la vidéo, que ce soit un graphique, et tu lui dis en quoi tu veux que ça sorte de l'autre côté. D'accord. Mais mais c'est fou, là. Donc, c'est vraiment un multimodal. Donc, tu mets ce que tu veux au début et tu demandes à l'IA de te la transformer en ce que tu veux ensuite. Ouais, c'est fou. Donc, ça s'appelle Nova, c'est ça? Oui, la famille des outils s'appelle Nova. Ouais. Comme tu dis, il y a plein de briques, mais en fait, ils couvrent tout ce qui existe déjà chez d'autres. Oui. Le texte, l'image, la vidéo, tout ça, c'est des choses qu'on trouve déjà. Et eux, ils ont l'ambition de tout faire, alors. Ben oui, mais avec des petits outils qui sont là. Et là, moi, personnellement, ce que je trouve intéressant dans cette offre-là, c'est le fait que on offre des outils spécifiques pour faire des tâches spécifiques. Et donc, contrairement à par exemple, un ChatGPT, là, évidemment, c'est l'éléphant dans la pièce, qui demande énormément d'énergie pour te faire un petit texte. Ben, si tu veux un petit texte, tu peux juste prendre une petite intelligence artificielle qui va avoir appris à 2 millions de tokens plutôt qu'une qui roule à 175 milliards de tokens. Tu sais, à un moment donné, là, ouais, c'est pas la peine d'avoir une Ferrari pour aller acheter le pain au coin de la rue. Exactement. Alors, moi, je trouve qu'ils sont arrivés avec ça, avec des outils très nichés. Sinon, très rapidement, la plupart des gros outils qui sont déjà là, des outils que les gens connaissent, c'est travaillent dans l'environnement AWS, ben, cette année, tout est bonifié avec l'intelligence artificielle. Et j'avais une pensée, et d'ailleurs, j'en parle un peu plus tard dans mon podcast, j'avais une pensée pour tout ce qui est développeurs, codeurs. Eux, là, c'est vraiment là. S'ils travaillent dans le monde d'AWS, c'est leur anniversaire cette année, là, parce que il y a tellement d'outils qui sont faits en fonction de ces gens-là pour leur permettre de passer moins de temps à faire autre chose que de coder. Alors, l'IA maintenant génère des tests, donc elle teste elle-même ce que les gens sont en train de coder. Elle est capable de faire un historique, donc un peu le manifeste de ce qui est fait en codage. L'IA va te le faire sur le côté pendant que tu es en train de travailler. Et puis même, quand vient le temps de prendre des grands systèmes et de les faire migrer sur d'autres plateformes, je pense par exemple à des vieilles versions de Java et de les mettre dans les nouveaux standards. Ben maintenant, il y a une IA chez Amazon qui est capable de faire ça. Mais dis-moi, Bruno, donc là, c'est des applications professionnelles. Est-ce que Nova, c'est une IA qu'on pourra toucher du doigt en tant que particulier? Ben, si vous ouvrez un compte dans l'environnement professionnel de AWS, vous pourriez y avoir accès. Vous la branchez avec votre compte d'Amazon. Et puis, et vous aurez à payer un abonnement parce que c'est un outil payant comme ChatGPT Plus est un outil payant. Donc, c'est vraiment destiné en priorité aux clients de AWS. Oui, mais c'est ouvert. Mais tous peuvent devenir clients chez AWS. Oui, bien sûr. Mais c'est pas le cas de tout le monde non plus. Non. Puis c'est pas comme il y a beaucoup d'outils qui sont en libre accès. Il y a une version gratuite, ChatGPT, Claude, etc. Donc là, il y a pas de version gratuite. On est d'accord. Ben, pour le moment, il n'y a pas de version gratuite, mais il y a les versions qui sont embarquées juste dans l'environnement de travail. D'accord. Puis on s'entend, les plus gros utilisateurs, en tout cas qui vont être intéressés par cet outil-là, ce sont vraiment déjà des clients de chez AWS. Là. Puis c'est des centaines de millions là, de gens. Pour toi, c'est vraiment parce que en plus tu suis Amazon depuis longtemps. On avait déjà parlé d'IA ensemble il y a pas longtemps, parce que c'est vrai que c'est un acteur qui est incontournable et qui prend une place phénoménale dans ce domaine. Pour toi, on fait vraiment un pas en avant important là? Ben oui, puis d'autant plus, tu sais, je pense rapidement, il y a un autre truc qui me vient en tête, mais j'en parle beaucoup plus longtemps dans mon podcast, c'est Q for Business. L'année passée, Q, ça avait été présenté, c'était un peu comme leur intelligence artificielle générative privée, tu sais, qui fonctionne en silo. Donc, une compagnie peut balancer tout son contenu là-dedans, c'est sécuritaire. Ben là, maintenant, Q for Business,
ils font des passerelles avec tout ce qui est outils de traitement d'informations, alors que ce soit Word, que ce soit la suite Google, que ce soit tes courriels, que ce soit ton agenda en ligne, Salesforce, bref, tous les endroits où tu pourrais avoir du contenu. Maintenant, la solution Q for Business, qui est l'évolution de Q, elle permet d'accéder à toute l'information, peu importe où elle réside. Alors évidemment, pour des grands groupes ou des petites entreprises qui veulent avoir accès à toute leur information quand vient le temps de leur demander, va me chercher les ventes de la semaine dernière ou va me chercher ce qu'on appelle les leads, donc des possibilités de vente mais qui n'ont pas été complétées, ben, il va aller chercher partout et pas seulement dans les trucs qui ont été classés dans le répertoire, là. Ah, mais ça va faire concurrence à Copilot, non, de Microsoft, ça? Copilot, de la façon qu'il est embarqué, il réside dans l'écosystème de Microsoft. Oui. Et Gemini réside dans l'écosystème de Google. Mm-hmm. Tandis que AWS, comme ils n'ont pas d'écosystème à eux, ils se branchent partout. Et c'est ça que je trouve très habile de leur part. Alors voilà. Bon. Et regarde, si tu veux en savoir plus, tu restes avec moi et puis on continue dans le podcast. Bien sûr. Parce que j'ai plein d'entrevues. Je vais continuer un peu le mien et puis j'arrive juste après. Hein. Bon. Mais sinon, toi, écoute, t'es très documentaire, toi, de ce temps-ci. Là, il y a une nouvelle histoire avec Arte TV. C'est quoi cette histoire-là? Eh ben, c'est encore une histoire d'IA, bien sûr. Oh, non. Mais si, ouais, c'est une affaire dont on parle pas encore beaucoup, mais que j'ai déniché dans en fait, c'est un site d'actualité spécialisé. Je vais les citer parce que c'est des amis. Il s'agit de Électron Libre et qui a levé un lièvre là. En fait, la chaîne de télé Arte va très bientôt, à partir du 16 décembre, diffuser une mini-fiction, une série de fiction, et qui a été construite en partie par intelligence artificielle. Alors d'ailleurs, ça s'appelle Prompt. C'est des petits épisodes de 2 minutes 30. Et eh bien, comme on pouvait le deviner, ça ne passe pas comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que, en fait, eh bien, le directeur d'Arte qui s'appelle Bruno Patino, qui est pourtant alors un pionnier du numérique en France et dans les médias. Il connaît très bien tous ces sujets-là. Mais là, il se retrouve face à une fronde de la part des professionnels, les organisations qui représentent les créateurs, tout le monde artistique, musiciens, réalisateurs, réalisatrices, scénaristes, etc., qui l'ont interpellé parce qu'ils sont très inquiets. Voilà, ils veulent en savoir plus. Ils se demandent si c'est pas la porte ouverte vers quelque chose qui va les menacer. Et ils réclament une utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Et je trouve que c'est intéressant parce que en fait, on est vraiment sur un sujet qui est crucial, on a déjà évoqué, ça a déjà posé des problèmes aux États-Unis, ben voilà, ça arrive en France. L'autre jour, il y avait également un reportage sur France 2 concernant les doubleurs de cinéma qui commencent eux aussi à se plaindre, à être mécontents parce qu'ils sentent qu'ils vont être remplacés ou en tout cas concurrencés par l'intelligence artificielle. Voilà, il s'agit pas du tout de dire c'est bien ou c'est mal, hein. De toute façon, toi comme moi, on sait que c'est un train qui est parti, qui s'arrêtera pas. Maintenant, c'est comment on va aménager tout ça, comment on va faire cohabiter tout ça, parce que ça risque de faire mal, hein, malgré tout. Mais revenons à la genèse. C'est une série documentaire qui a été commandée par Arte à quelqu'un. C'est une fiction, non, donc c'est des histoires. Mais en bout de mais ça a été commandé à quelqu'un. Il y a donc des producteurs, il y a un créateur, il y a un réalisateur là-dessus. Absolument. Donc, il y a des artistes, c'est des humains qui ont travaillé là-dessus, qui ont fait des requêtes pour arriver à ce que c'est. Alors moi, je trouve ça intéressant que je comprends qu'il y a des gens qui veulent continuer à faire comme on faisait depuis longtemps, mais il y a une nouvelle façon de faire. Et c'est un peu ce que Arte est en train de montrer. Exactement, parce qu'en fait, c'est pas du tout une IA qui a tout fait du début à la fin. Hein. C'est l'auteur de cette série a utilisé de l'intelligence artificielle comme un outil, mais c'est son travail à lui malgré tout. Donc, on est dans une utilisation... Imagine si on avait dit à Godard, non, il faut filmer comme ça, parce qu'on a toujours filmé comme ça. On n'aurait pas eu la nouvelle vague, là, elle n'aurait jamais existé. Là. Mais on est presque au passage du cinéma noir et blanc à la couleur ou du cinéma au cinéma parlant. Exactement. Ouais, bien sûr. Et rappelle-toi, quand le cinéma parlant est arrivé, il y avait des acteurs qui n'ont pas du tout apprécié. Eux perdaient leur carrière parce qu'ils n'avaient pas la voix du physique. Exactement. Bon, voilà, donc affaire à suivre. Et comme on est en France, comme tu l'as dit, on a d'autres chats à fouetter actuellement, hein, en termes de polémiques et de gros sujets qui fâchent. Vous avez à vous réglementer vous-même, c'est déjà beaucoup. Mais Jérôme, mis à part cette polémique-là, toi, tu vas parler de quoi dans ton édition?
Alors cette semaine, eh bien, je suis ravi de proposer à mes auditeurs une interview assez exceptionnelle. En fait, c'est l'interview d'un écrivain, mais pas n'importe lequel. Il s'agit d'Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction très connu en France et qui a beaucoup écrit, qui a écrit des romans assez critiques contre les technologies, mais il est lui-même complètement geek et complètement baignant dans la tech. Et son dernier livre, en fait, se passe dans la Silicon Valley. Alors, tu vois, la Silicon Valley, on n'en sort pas. On en parlait récemment ensemble dans le grand débrief avec François Sorel. Et bien là, c'est aussi le récit d'un voyage dans la Silicon Valley avec une vision très très critique de ce que font les GAFAM. C'est super intéressant. Donc Alain Damasio. Et puis sinon, eh bien avec Capgemini que je retrouve tous les mois dans Monde Numérique. Eh bien, on s'intéresse cette semaine au quantique. À quoi va servir l'informatique quantique et où en sont les progrès dans ce domaine. Donc, on voit tout ça avec mon invité Patrice Duboé, que l'on retrouve tous les mois dans Monde Numérique. Sur ce, Jérôme, j'invite mes auditeurs à aller faire un tour de ton côté quand ils auront terminé mon carnet. Puis, je serai heureux d'accueillir les tiens pour en savoir un petit peu plus sur AWS cette semaine. Voilà, je t'envoie tout de suite mes auditeurs dès qu'ils en ont fini avec moi, Bruno, et puis je te dis à la semaine prochaine. Allez, je te souhaite une bonne semaine. Bye. Et moi, je suis pas sous la neige, je suis au soleil. Enfin non, il fait pas beau là, mais je suis à Aix-en-Provence, mon pote, ce week-end. Moi, je te souhaite au gouvernement. Salut, bye. Allez, ciao, bye. Bienvenue à Las Vegas, il est 22h26 heure locale. Ben voilà, vous venez de poser vos oreilles à Las Vegas et on commence cette couverture spéciale de AWS re:Invent avec le grand patron d'AWS au Canada, secteur public. On va aller le rejoindre immédiatement, Régent Bourgault. Bonjour Bruno. On se retrouve à cet événement du AWS re:Invent édition 2024 et je pense que je peux pas avoir meilleure personne pour me résumer les grandes lignes de l'événement, mais tout un défi cette année. À chaque année, il y a beaucoup de matériel, mais cette année, là, vous êtes vraiment surpassé parce que il y a la bonification de ce qui existait déjà, il y a des choses qui sont tout à fait nouvelles et vous arrivez avec une version 2024 de l'événement qui est super boostée à l'intelligence artificielle. Mais si je vous demandais vos impressions à vous de ces journées-là de présentation. Sincèrement, depuis 8 ans, c'est l'année la plus excitante que j'ai jamais assisté à re:Invent. Cette année, c'est la 13e édition. On a 60 000 clients qui sont ici et partenaires. On a 400 000 personnes qui ont écouté les keynotes à date de façon online, en ligne. Puis, tu sais, la conférence aujourd'hui, là, on a un principe de leadership chez Amazon qui s'appelle « Apprendre et être curieux ». C'est vraiment le but de re:Invent. Puis, on a 1900 sessions de formation. Puis, vous avez vu juste, là, tout tourne autour de l'IA générative. Qu'est-ce qu'on fait pour les développeurs, des nouvelles solutions pour les grandes entreprises, les PME puis les startups. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'IA, il y en avait déjà l'année passée, vous parliez de Bedrock, qui était votre catalogue d'offres d'IA générative, puis à l'intérieur de d'autres services, il y avait déjà de l'IA. Mais cette année, on sent vraiment qu'il y a une bonification, et je dirais même, parce que ça fait 2 ans maintenant que l'OpenAI est arrivé dans le décor avec ses solutions à eux, mais on a l'impression que vous avez pris un recul, et là, ce sont des outils avec une certaine maturité qui nous sont présentés. Effectivement, si on regarde chez Amazon, chez AWS, on fait de l'IA puis de l'IA générative depuis des années. L'IA, on en fait depuis plus de 20 ans. Mais en regardant le marché, on s'est vraiment regardé les besoins du client, on est retourné en arrière, puis on s'est dit qu'est-ce qui est vraiment le plus important, c'est d'offrir des choix de langage fondamental. Puis aujourd'hui, là, vous avez vu, on avait déjà 7 langages qu'on utilisait, des LLM dans Bedrock. On a introduit un 8e aujourd'hui avec Luma AI, avec leur solution Ray2 qui fait du vidéo en quelques secondes. C'est assez hallucinant ce qu'ils font. Donc, définitivement, nos solutions AI cette année là sont vraiment très, très proches des besoins des clients. Puis aussi, comme vous savez, on a introduit des nouveaux chips, Trainium 2, qui est vraiment disponible généralement aujourd'hui. Puis on a la compagnie Apple qui était sur la tribune cette semaine. Ça, c'était un secret bien gardé. Hein, le fait que depuis 10 ans, vous êtes le partenaire infonuagique d'Apple. Qu'est-ce qui fait que 10 ans plus tard, vous en parlez?
Bien, Apple, aujourd'hui, travaille très fort avec AWS, comme vous l'avez vu dans les annonces depuis 10 ans. Mais leur but dans l'annonce, c'était de démontrer qu'ils étaient pour créer un partenariat encore plus solide au niveau de toute l'IA générative, puis de commencer à faire des tests avec notre nouveau chip Trainium 2. Et ils anticipent 50% d'être plus efficaces avec le chip d'Amazon pour l'IA générative. Moi, je regardais la présentation, il y avait le représentant d'Apple qui était là, puis je me disais, j'ai dit, s'il n'y avait pas le partenariat avec AWS, probablement que leur Apple Intelligence, il serait pas encore là. Et on voit qu'ils investissent beaucoup dans votre savoir à vous pour arriver à servir tous leurs services qui sont disponibles à partir de leur appareil. C'est ça aussi, ce partenariat-là. Là. Vous avez une part de responsabilité. Il y a du poids sur vos épaules. Bien, effectivement, il y a du poids sur les épaules, mais on a le dos large, on a l'expérience. On a commencé en 2006, 6 ans avant tous les autres joueurs qui ont embarqué dans le cloud. Puis Swami, qui était notre VP des AI, mercredi matin, ce qu'il a annoncé, c'est assez important, c'est qu'il disait, on a la condition parfaite pour l'IA générative, puis c'est à cause du cloud. Fait que si on n'avait pas introduit l'info nuagique dans le passé, puis c'est le message qu'on envoie à nos clients aussi, puis des compagnies comme Apple l'ont vu, c'est que la force du cloud d'AWS, c'est la fondation même pour l'IA générative. Fait que c'est des compagnies comme Apple voient notre know-how au fil des ans, puis c'est pour ça qu'ils ont décidé de travailler avec nous autres pour leur prochaine génération. Je veux vous amener il y a la représentante de JP Morgan qui est passée parler de tout leur travail de transition. Ils ont investi des efforts importants pour s'assurer qu'ils étaient très 2025 et que l'IA générative et l'IA, tout simplement, étaient imbriqués dans leurs opérations. Ça aussi, c'était pas banal comme démonstration parce que ça montre aussi vos capacités à vous de leur permettre de faire ça. Ce qui est important avec JP Morgan, là, Chase, c'est ce qui m'a vraiment interpellé, là, c'est qu'elle avait une diapositive où elle parlait du nombre de développeurs logiciels. Puis, c'est assez important, ces chiffres-là. Juste JP Morgan Chase a 44 000 développeurs de logiciels à l'intérieur de la compagnie. Mais ce qui était le plus important, elle a annoncé que 5 000 de ces développeurs-là utilisent Amazon SageMaker, qui est un outil managed service là, qui est très important pour l'IA. Donc, si on fait les maths, là, on est autour de 12-13% de la masse des développeurs de logiciels qui sont en IA puis en IA générative. Fait que ça envoie un message très clair que c'est vrai, là, l'IA générative, puis l'IA. On n'est pas dans un monde de fantaisie, là. C'est réel pour des compagnies comme ça, puis c'est réel pour toutes les PME puis les startups. J'aimerais ça revenir, parce que vous l'avez mentionné, il y a tout le dossier dans Bedrock, dans la solution, il y avait beaucoup d'outils qui étaient déjà présents, mais dans les présentations, les annonces qui ont été faites cette semaine, il y a aussi la nouvelle famille qui est avancée, dont on parle, c'est Nova, c'est toute une famille avec différents niveaux de capacité. Ça aussi, c'est d'arriver à trouver le bon outil pour répondre aux besoins du client. En fait, ce qui est important, c'est que notre CEO de Amazon, Andy Jassy, a annoncé Amazon Nova. Puis, il y a, en fait, il y a 6 nouveaux modèles qui ont été introduits. Un qui s'appelle Micro, Light, Pro, Premier, puis Canvas, puis Real. Dans le cas de Canvas, c'est pour générer des images. Real, c'est pour générer des vidéos. Donc, c'est 6 nouveaux modèles qui ont été créés. Puis, ce qui est assez important, c'est qu'il a annoncé qu'il y en a 2 nouveaux qui s'en viennent. Un qui va être speech-to-speech, puis l'autre qu'on appelle en anglais any-to-any. Donc, de n'importe quel modèle à n'importe quel... donc, on appelle ça des multimodal. Puis, ce que ça veut dire any-to-any, ça veut dire que je vais pouvoir faire... je vais aller faire une demande à un modèle et je vais pouvoir lui combiner différents éléments. Je vais pouvoir combiner du texte, du vidéo, une image, puis je vais lui demander des questions par rapport à ces 3 inputs-là et générer des outputs qui sont très importantes et qui vont être reliés à vraiment ce qu'on appelle du any-to-any. Fait que moi, je pense que ça, c'est assez fondamental comme annonce puis qui a été très, très bien reçu. Donc ça résume vraiment là, ce que Amazon Nova est. Puis si on reste dans ce domaine-là, il y a aussi quelque chose, puis ça, je ne l'avais pas vu offert par personne, c'est le fameux problème des hallucinations. Vous avez décidé de prendre à bras-le-corps ce problème-là, et maintenant, vous avez une solution qui permet de pousser la réflexion plus loin pour s'assurer qu'on ne dit pas n'importe quoi quand on donne une réponse suite à une requête.
Bon, donc, on connaît tous, dans le monde de l'IA générative, il y a des modèles qui amènent plus d'hallucinations que d'autres. Puis, on a décidé d'attaquer de front ce problème-là. Puis là, je vais le dire en anglais, le nouveau service, là, c'est Amazon Bedrock Automated Reasoning Check. Donc, ce que ça fait, c'est on emploie des modèles mathématiques très puissants où est-ce qu'on valide l'information avant qu'elle soit donnée à un client. Donc, on fait vraiment une boucle de vérification pour s'assurer qu'on réduit les hallucinations le plus possible. Puis, une autre chose qu'on n'a pas parlé, mais qui est annoncée, c'est un autre qui s'appelle Amazon Bedrock Intelligent Prompt Routing. Fait que ce que ça fait, ça, par exemple, c'est que dans un modèle précis, si la requête est très, très simple, le système va être un peu comme un cerveau, puis il va analyser, va dire, ça, c'est une requête simple, j'ai pas besoin d'utiliser un modèle fondamental complexe. Je vais utiliser un modèle fondamental très simple, qui coûte pas cher, mais si je fais une demande très, très complexe, par exemple, si je planifie un voyage, puis j'ai beaucoup d'itinéraires à faire, puis j'ai des demandes très, très précises, peut-être que je vais avoir besoin d'un modèle beaucoup plus fondamental, plus élevé, donc qui va être un peu plus cher. Fait que là automatiquement, on va s'adapter à la demande, à la requête en fonction du bon modèle fondamental. Puis ça, c'est assez important. Là. On pourrait passer 2 heures facilement à parler de différents éléments, mais si je vous demandais, toutes ces annonces-là et toutes les autres qui ont été faites cette semaine à Las Vegas dans le cadre du reInvent, concrètement, là, ça veut dire quoi pour vos clients canadiens? Et puis là, je pense autant, vous êtes beaucoup dans le secteur public, mais il y a le secteur privé qui fait partie des grands clients. Ça veut dire quoi concrètement? Si on regarde maintenant, c'est qu'on offre une panoplie de choix à nos clients pour l'IA générative, puis l'IA en général. Et on leur donne des solutions à moindre coût avec le développement de nos chips. On va être très, très proche de nos clients pour faire du développement. On peut donner des exemples. Si on regarde l'agence Moody's, ils ont à faire des rapports de risque à des clients. Puis ils donnaient l'exemple que un des rapports de risque typiques peut prendre jusqu'à 1 semaine à un employé. Avec l'IA générative, avec un agent IA, on peut le faire en 1 heure. L'autre chose qu'on n'a pas parlé, c'est qu'on a lancé beaucoup de solutions pour les développeurs cette année. Donc, si vous voulez, ça, je peux en parler un peu plus, mais dans le fond, ce qu'on fait, là, c'est que au fil des ans, dans le fond, quand on a commencé en 2006, avec AWS, on était au service des développeurs, puis on l'a toujours été au fil des ans. Mais cette année, on a introduit beaucoup d'outils pour faciliter leurs tâches. Puis il y a des tâches qui sont fastidieuses qu'un développeur est tanné de faire. Donc, par exemple, on est capable maintenant de autogénérer des tests, analyser le code puis faire la documentation pour eux autres. On est capable de reviser le code, ça c'est un exemple. Puis aussi, pour faire, par exemple, la migration vers Java, des nouvelles versions de Java, je peux vous donner un cas client, le cas de Amazon. On a migré 10 000 applications Java vers la nouvelle version, puis on a sauvé 4 500 années développeurs, puis on a sauvé 260 millions. Donc ça, c'est juste pour le cas de Amazon. Donc, on a aussi introduit des nouvelles solutions pour faire des migrations de VMware vers le cloud AWS avec du cloud natif, aussi pour les mainframes, donc faciliter les mainframes. Puis ça, c'est un grand défi. Les ordinateurs centraux, donc les mainframes, des projets peuvent prendre de 4 à 5 ans, de 3 à 5 ans, mais des fois de 4 à 5 ans. Puis souvent, les compagnies, les grandes entreprises se découragent. Ils commencent les projets puis ils arrêtent parce que c'est trop long. Là, maintenant, avec les outils qu'on a développés avec QDeveloper, Amazon QDeveloper, on peut le faire en quelques semestres. Donc, on va sauver énormément de temps de frustration, puis on va préparer nos clients, que ce soit la grande entreprise du gouvernement, pour le futur. Vous ressortez d'ici avec quoi en tête? Ma tête explose cette année en 2024 et je suis prêt pour 2025. On a déjà beaucoup de requêtes de clients qui sont ici avec nous autres. Puis je peux vous garantir que les clients et partenaires d'AWS sont très excités avec les annonces qu'on a. Puis vous savez, au Canada aussi, on a fait beaucoup de choses cette année. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas parlé. Des fois, on fait un recap de ce qu'on a fait, mais depuis 2016, depuis qu'on a notre région Montréal, on a déjà investi 2,57 milliards. Et on a annoncé récemment qu'on va investir jusqu'en 2037 un autre 24,8 milliards.
Et l'année passée, lorsqu'on était ensemble, on n'avait pas lancé encore notre deuxième région à Calgary. Là, on l'a lancé en décembre 2023. Donc, au Canada, on est maintenant le seul grand joueur d'info nuagique à avoir 2 régions distancées de 3500 km qui amènent énormément de valeur pour les clients de l'Ouest, mais aussi pour les clients de l'Est du Canada qui veulent garder leur data au Canada de façon sécuritaire, mais qui veulent avoir un point de disaster recovery, qu'on dit en anglais, là, où est-ce qu'ils vont pouvoir mettre leurs données dans deux régions distinctes. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on a fait. Puis l'autre chose qu'on a fait cette année, on a fait beaucoup pour la communauté. On a aidé différentes choses. On a lancé le centre au centre Lassalien dans la ville Saint-Michel. On a lancé ce qu'on appelle un espace Voir Grand. C'est le premier espace Voir Grand au monde en français. On l'a fait ici à Montréal. On est très fiers de ça. On supporte la cause des femmes et filles qui codent depuis 3 ans au Centre des sciences. Donc, on est impliqué dans plein de choses, puis je peux le laisser aussi pour les startups. Quand on a commencé en 2006, on était une startup. Aujourd'hui, il y a 280 000 startups qui sont hébergées sur AWS. Et on a annoncé à cette conférence-là qu'en 2025, on va donner 1 milliard de crédits pour aider les startups. Donc, ceux qui écoutent votre émission aujourd'hui, qui sont dans le domaine des startups, c'est très positif de dire, ben, je peux aller voir AWS, ils vont m'aider, ils vont me supporter non seulement avec des crédits, mais avec du support ingénierie et d'affaires, comme on a fait avec la compagnie Aquaverti dans l'œil du dragon, où est-ce qu'on leur a donné 100 000 $. Jean Bourgault, merci beaucoup de m'avoir permis d'être là cette année. Puis, je vous souhaite une bonne année 2025 parce que vous allez être tellement occupés, là. Et j'espère qu'on va s'en parler un petit peu plus tard dans l'année. Merci beaucoup, Bruno. Puis si je peux finir une chose, on a un principe de leadership chez Amazon qui s'appelle « avoir souvent raison ». Et je pense qu'après cette conférence-là, on comprend qu'on avait raison de lancer l'info nuagique en 2006. J'ai rencontré plusieurs entreprises cette semaine, mais du lot, j'étais bien heureux de revoir à nouveau les gens de BrainBox AI. C'est une entreprise québécoise qui fait sa place aujourd'hui dans le monde de l'immeuble intelligent. Voici ma rencontre avec eux cette semaine. Jean-Simon Venn, un des fondateurs de BrainBox AI et maintenant CTO. Bonjour, Sam Ramadori, PDG de BrainBox AI. Ça fait 2 ans qu'on s'est parlé. La dernière fois, vous m'aviez épaté par les choses que vous vouliez faire, que vous aviez commencé à mettre en place. 2 ans plus tard, l'entreprise est rendue où? Oui, si on fait un suivi sur les 2 dernières années, on est rendu avec à peu près plus de 15 000 édifices déployés un peu partout dans le monde, surtout en Amérique du Nord. Et on a rajouté dans les 2 dernières années un ingénieur virtuel qu'on appelle Aria, qui est basé sur le Gen AI, l'intelligence générative. Et qu'est-ce que ça amène à l'entreprise d'avoir un ingénieur virtuel comme ça? La grosse opportunité, on a toujours l'objectif d'aider les édifices partout au monde. C'est un gros problème climatique. Il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est un des thèmes qui sont les plus difficiles. Hein? Et ici, l'idée d'avoir un agent virtuel pour chaque édifice, qui connaît l'édifice, qui peut supporter l'équipe qui est peut-être à distance et les rendre beaucoup plus efficaces. Et chaque fois qu'une personne est plus efficace dans un édifice, on parle d'économie d'énergie. Et donc, c'est difficile d'avoir des équipes partout au monde avec des millions et des millions d'édifices, mais quand chaque édifice a son propre agent qui dort pas, qui travaille à chaque jour et qui supporte les équipes, ça on parle d'une opportunité immense. L'idée de créer un agent donc qui est responsable ou qui est vraiment en contact avec l'édifice qu'il couvre, est-ce que c'est venu en constatant un besoin de votre part ou c'est venu de la demande de vos clients? Je dirais que c'est venu d'un moment de folie, là. De votre part? Ouais, de plusieurs personnes. On dit, si ça serait le fun, on regardait justement le Gen AI, puis on disait, une fois qu'on a joué avec le Gen AI pendant quelques heures, on dit, c'est le fun, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça au niveau affaires? Et là, on s'est dit, et si on utilisait cette capacité-là de comprendre l'être humain et de converser avec l'être humain pour créer un peu Jarvis comme dans Iron Man?
et que ça deviendrait comme un assistant virtuel qui fait en sorte qu'on peut régler beaucoup plus de problèmes par jour que ce qu'on est limité aujourd'hui. Et là, tout le monde s'est dit, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on pourrait le faire? Puis, voilà, on s'est assis avec AWS. Puis, après qu'ils nous ont dit qu'on était fous, on y a pensé une deuxième fois, puis on a dit, peut-être qu'on pourrait y arriver, puis on a commencé à le bâtir comme ça. Donc, c'est sûr qu'après, quand on le présente au client, qui est pris avec une avalanche de problèmes, quand on parle, mettons, il y a probablement une équipe ici de 5 personnes qui gèrent le Venetian, là, au niveau refroidissement, ventilation, chauffage. Humidification, hein, il fait passablement sec. Donc, cette équipe-là, elle est débordée avec des milliers de problèmes tous les jours. Là, il faut aller voir tout ça. Et ils sont contraints par leur capacité à trouver la cause du problème. Donc, ils vont perdre beaucoup de temps à investiguer pour trouver pourquoi la pompe fonctionne pas comme elle devrait. Donc, peut-être passer 1 heure ou 2. Mais une fois qu'ils ont trouvé, là, ils vont réparer. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Donc, Aria, l'ingénieur virtuel, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient comprimer ce 2 heures-là d'enquête en quelques minutes pour qu'on ait déjà la réponse de qu'est-ce qu'il faut faire sur la pompe pour qu'elle commence à opérer comme elle devrait. Alors là, tout d'un coup, le nombre de problèmes qu'on règle dans une journée est exponentiel. Et Aria, elle sait tout ça, évidemment, en fonction de la façon que le bâtiment a été fait, comment il est équipé. Mais de l'autre côté, j'imagine que vous y avez donné énormément de votre savoir aussi, là. Il y a un peu de votre ADN là-dedans. Il y a divers niveaux. Donc, il y a toutes les informations de l'édifice. Il y a toutes les informations externes qui influencent l'édifice qu'aujourd'hui, le système ne tient pas compte. La température, le coût d'énergie, les émissions de l'énergie, etc. Et donc, on amène ça tout ensemble. Et ce qui est très intéressant, à chaque mois ou à chaque 3 mois, Aria devient de plus en plus fort parce que les grosses compagnies, dans leur travail, à chaque 3-4 mois, ils présentent une nouvelle Large Language Model Platform, etc. Et cette nouvelle plateforme est tellement plus forte que la première avec laquelle on travaillait il y a 1 an, on parle de quelque chose complètement différent. Puis on commence à atteindre le niveau du raisonnement. Et ça, c'est vraiment fort. Ça sera un outil très, très fort. C'est une chose de dire, donne-moi l'information, Aria. C'est une autre chose complètement plus forte, plus intéressante de dire, Aria, c'est quoi le problème dans cette salle? Donc, ça veut dire qu'idéalement, elle peut même être proactive par rapport à des situations. Est-ce qu'on est rendu là? Je pense qu'on est vraiment juste à la limite d'être là. Hein? On est plus ou moins où t'as Aria qui dort pas et qui est toujours à la recherche des problèmes au lieu des pauvres équipes qui doivent rechercher et trouver chaque équipe ou attendre que le client leur appelle. Right? Même pire, attendre qu'un client ou un locataire se mette à se plaindre. Avoir Aria là qui est toujours à la recherche de problèmes, c'est vraiment une opportunité très forte. Mais je vous écoute, puis j'ai l'impression que des gestionnaires qui décident d'investir dans un outil comme ça, en bout de ligne, ça représente aussi des économies. Oui, tout à fait. C'est sûr que quand on parle du Venetian, c'est un édifice. Un bel exemple, ça. Oui, ils ont déjà dans leurs équipes à l'interne, leurs équipes de techniciens. Mais quand vous arrivez dans des édifices plus petits, ils n'ont pas de techniciens sur site. Donc, quand il y a un problème, il fait un peu trop froid, un peu trop chaud, la personne en charge va se plaindre. Puis là, ils vont envoyer un technicien sur la route qui va venir voir. Là, très souvent, ce technicien-là, il vient voir, il fait son enquête et découvre que finalement, c'est la courroie, mais à la courroie, il n'y en a pas dans son camion. Donc, il revient le lendemain avec la courroie. Donc, on est dans un monde à ce moment-là où Aria vient tout de suite dire, c'est la courroie, voici le numéro de modèle. Donc, ça serait le fun que quand vous allez vous rendre sur place, d'amener la bonne courroie. Faut pas qu'on fasse 2 visites puis qu'on règle le problème aujourd'hui au lieu de l'étaler sur 2 jours. Fait que ça, c'est sûr que là aussi, il y a une économie importante. Puis on pourrait aussi penser aux camions qui se déplacent 2 fois. Pour la planète, c'est peut-être un peu mieux qu'ils se déplacent une seule fois. Donc, il y a toutes sortes de bénéfices qui lignent en compte. Mais si je reviens un peu sur le prédictif, ce qu'on pousse maintenant avec l'équipe de AWS, qui est le Gen AI Innovation Center, on est en train de voir, on pousse un peu là à ce qu'on pourrait avoir un multi-agent où il y aurait à l'intérieur d'Aria plusieurs agents super spécialisés, dont quelques-uns qui regardent comment les pompes changent son comportement et qui pourraient justement dire «
j'ai l'impression que cette pompe-là, bientôt, il va falloir faire une maintenance parce que on va avoir un problème. Donc là, on tombe dans le prédictif et ça devient très, très intéressant à ce moment-là. Ce qu'on connaît déjà dans le milieu manufacturier, par exemple, dans les entreprises. Mais là, je vais vous poser la question, Sam, parce que Jean-Simon, il y a 2 ans, quand tu m'avais parlé de ce que vous faisiez, c'était beaucoup dans l'intelligence des édifices. Et là, je vous écoute, puis je me dis, sachant que Ariane a autant d'informations et est capable d'amener des solutions, est-ce qu'on est loin du jour où, vous allez peut-être me dire qu'on y est déjà, mais du jour où Ariane, avec la permission du gestionnaire, pourrait arranger des choses dans les paramètres du système parce qu'elle a accès à ces contrôles-là? Oui, juste pour clarifier, on ne voulait pas donner l'idée que ARIA remplace le tout. Ça fait 7 ans, quasiment 8 ans qu'on travaille sur la plateforme de base de contrôle autonome. Et donc, cette base de contrôle autonome est toujours là. C'est vraiment un autre niveau de contrôle. On fait toujours la comparaison avec les autos autonomes. Ça va changer le tout dans notre monde. C'est la même chose ici. Cette base continue et on continue à la déployer dans un nombre agrandissant d'édifices. Mais ARIA vient donner de la valeur en plus qui est vraiment fort. Donc, un client qui a investi avec l'implémentation de BrainBox il y a 3 ans, se retrouve aujourd'hui avec des niveaux d'opportunités qui sont 2-3x plus grands, plus importants, plus d'économies, moins d'émissions et le tout. Et ça c'est toute la magie. Donc tout le monde parle de l'IA et tout. Et le tout, ça c'est la magie. Tu commences avec un objectif, mais une fois que tu as la plateforme et toutes les datas ensemble, ça continue à créer de la valeur un après l'autre. Et ça, c'est un concept que le monde de l'immobilier n'est pas habitué, right? C'est pas un monde très fort dans le data, mais on commence à démontrer qu'est-ce que ça veut dire investir au début pour utiliser le data, investir dans le data et créer de la valeur un après l'autre. Je me souviens de l'entrevue qu'on avait faite, puis vous me disiez comment un édifice, ça génère de la donnée. Puis si on l'écoutait, on pourrait arriver à économiser. Mais je reviens donc avec ma question. Est-ce que ça veut dire que votre intelligence artificielle, si elle est en contact avec tout le système que vous avez déjà en place, elle pourrait passer à l'acte, donc faire ce qui est mieux pour l'édifice? Oui, mais ça c'était la création de BrainBox, c'était avec cette idée. Ouais. C'était vraiment... On n'est pas là juste pour donner un autre dashboard. Il y en a des milliers dans le marché. C'est pas on est là pour créer de l'action à un niveau énorme. Tu sais, aujourd'hui, je pense, on est à quelque chose comme 100 000 décisions par heure. Oui, on est 120 000 commandes écrites par heure. Et ça, c'est important parce que chacune de ces 120 000 commandes, c'est pas juste des commandes génériques, c'est une commande à 2 heures de l'après-midi pour cet édifice basé en Idaho parce il y a du soleil dehors, puis dans 2 heures, il va être nuageux, puis la température va descendre. Et le coût d'énergie en Ohio, c'est exact. Chaque de ces 100 000 décisions sont bons pour ce moment. Dans 1 heure, ils sont plus bons. Et donc, essayer de faire ce niveau de décision avec les méthodes anciennes, personne, coding de base, impossible. On entre dans vraiment un nouveau monde. Je pense que c'est aussi important, parce que là, la question, c'est le niveau d'autonomie. Hein, c'est là qu'on s'en va. Et on est très prudent, nous, parce que on se dit, attention, là, on opère des bouilloires, des compresseurs, des pompes. Des fois, c'est des très grosses pompes. Là. Et là, c'est comment on peut s'assurer qu'en tout temps, l'intelligence artificielle prend la bonne décision. Alors, fait que là, on tombe dans les questions de gouvernance. Puis d'ailleurs, on commence à travailler avec Mila sur ce sujet-là, de dire, ça va prendre à ARIA, avant qu'on dise à ARIA, oui, on lui donne le droit de faire du command and control, donc pas juste de donner des opinions. Il va falloir qu'il y ait une couche de gouvernance qui va venir réglementer qu'est-ce qu'ARIA a le droit et pas le droit de faire, dans un esprit très précis qui est pas juste au niveau éthique, mais qui est vraiment aussi au niveau de la réglementation. Donc, on peut se retrouver en Californie avec une certaine réglementation où l'autonomie va avoir une permission d'aller à un certain niveau, mais dans l'État de New York, l'autonomie, elle permet d'aller à un niveau plus élevé. Donc, cette couche de gouvernance-là va devoir venir s'assurer que, ça, c'est un édifice situé en Californie, donc j'applique la réglementation californienne pour le niveau d'autonomie versus l'État de New York. Et c'est le monde dans lequel on va être. Et il faut qu'ARIA soit capable de comprendre ça et d'agir en conséquence en tout temps.
Sam, dans 2 ans, vous allez être rendu où? Une bonne question, hein? Des promesses. Non. Non, parce que j'aime ça revenir sur ce que vous m'avez dit. Oui, non, je pense, déjà, si tu avais fait la demande au début, on était où? Il y a 2 ans, on avait peut-être une centaine d'édifices, peut-être. Aujourd'hui, on parle de milliers et de milliers. La planète est grosse. On parle de millions et des millions si on veut faire un impact. Puis notre équipe, elle est venue ensemble beaucoup avec l'idée de faire un impact. On n'est pas là juste pour faire de l'IA cool. Il faut avoir un impact très fort. Et donc, un impact très fort dans notre monde, ça veut dire des millions et des millions d'édifices. Donc, la capacité de déployer à grande échelle, ça, c'est numéro 1. 2, je pense l'histoire autour de l'IA maintenant autonome et ses capacités. Et on est arrivé maintenant dans beaucoup de pays où le niveau d'énergie générée par les renouvelables sont arrivés à un point très délicat. Et on a besoin de la flexibilité à grande échelle. Flexibilité de la consommation de l'énergie. Des millions d'édifices qui réagissent tout seuls, chacun fait ce qu'ils veulent, ça marche pas. Donc, nous, on veut amener la capacité de dire, on va rendre 1 million d'édifices plus efficaces. Bon, mais on va rendre aussi 1 million d'édifices capables de réagir pour supporter une continuation de l'acceptation des renouvelables à des niveaux plus hauts. C'est comme tu arrives à 20-30% de renouvelables sur un système énergétique, tu commences déjà à avoir des problèmes. Et nous, on veut aider à être une solution pour dire, oh, c'est correct, on peut aller à 50% de renouvelables, 70%. On a besoin de la flexibilité et notre plateforme, c'est vraiment une situation idéale pour les édifices. Après ça, il y a d'autres, right? La mobilité, etc. Et donc, à quelque part, ce que j'entends aussi, c'est travailler pour que le système et les édifices soient capables d'optimiser ce qu'ils sont en train de faire. Ben absolument. Parce qu'à la fin, c'est un écosystème. Hein. C'est ce que Sam décrit, c'est un écosystème. Les édifices, ils consomment l'énergie. Bientôt, ils vont aussi peut-être en produire un peu ou ils vont en stocker. Mais cet édifice-là, il est pas dans un vase clos. Ici, comme à Las Vegas, tous les casinos, ils sont dans le fond dans un écosystème que la compagnie d'électricité au Nevada doit approvisionner. Donc, comment cet écosystème-là peut moduler pour rendre la tâche plus facile à la compagnie d'électricité du Nevada, surtout, pas juste au niveau distribution, mais surtout au niveau production. Donc, combien je dois produire, à quel moment. Et cet écosystème-là, il y a une opportunité extraordinaire d'avoir des outils d'intelligence artificielle pour l'optimiser, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas optimisé. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toi. Ça a été un très grand plaisir. Parmi les entreprises canadiennes présentes pour montrer leur savoir-faire, il y avait Acrylic Robotics, une entreprise qui a créé un robot peintre qui aide les artistes à reproduire leurs œuvres tout en respectant leur style et leurs droits. Pour nous parler de cette approche technologique de l'art, je vous propose cet entretien que j'ai eu avec la PDG et la fondatrice d'Acrylic Robotics. Moi, je m'appelle Chloé Ryan. Avant de parler de votre produit, je veux juste savoir votre cheminement, parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain de créer un robot qui vient aider les artistes qui font de la peinture. D'où est venue cette idée-là? L'idée me suis venue parce que moi, je suis artiste. Je vendais mes œuvres dès l'âge de 14 durant l'école secondaire. Et moi, j'avais vraiment un problème parce que ça me prenait des semaines ou des fois des mois pour créer une œuvre. Et là, je pourrais le vendre pour, disons, 300, 400, 500 piastres. Mais je faisais les mathématiques ici, puis c'était 2-3 $ par heure. Ça, c'était correct comme jeune, mais je me demandais comment est-ce que ça serait possible de gagner ma vie en tant qu'artiste indépendante réelle. Je ne pouvais pas voir comment ça fonctionnerait. Et j'ai dit, OK, j'abandonne. Et ensuite, j'ai fait un bac en génie mécanique robotique chez McGill, donc à Montréal. Et mes parents étaient un peu surprises. Et c'était durant mon bac que j'ai appris à propos de la robotique, l'automatisation. Puis je me suis dit, ah wow, ça devrait être possible grâce aux technologies qu'on a à date pour créer un robot peintre pour m'aider à recréer mes œuvres dans une manière automatisée, plus rapide, pour pouvoir vendre à des marchés
comme un prix consommateur. Et en gagnant plus de 2-3 $ par heure. Donc ça, c'était vraiment l'histoire d'origine. Donc, c'était 2-3 ans pendant le COVID avec mon équipe à McGill. Donc, j'étais moi puis mes amis durant mon bac. On construisait des robots sur notre dans notre appartement, dans le balcon à Montréal, parce que toutes les makerspaces, les hackerspaces étaient fermés à cause du COVID. Des belles histoires. Et ouais, au final, on avait créé un robot peintre qui faisait des œuvres pas mal. Et c'était là un moment de OK, wow, ça pourrait être quelque chose, ça pourrait être une manière pour moi de donner cette technologie à non seulement moi, mais aussi des autres artistes qui pourraient l'utiliser pour plus facilement gagner sa vie en créant des œuvres plus beaux quelque chose imprimé plat avec des couleurs plats, mais non avec le même coût d'une œuvre originale faite à la main dans une galerie ou un auction house, Sotheby's Christie's. Donc, Acrylic Robotics, c'est la rencontre entre l'ingénieur et l'artiste? Oui, c'est ça. Ben, c'est le mélange de mes deux amours, donc l'art et la technologie ou l'ingénierie. Quand vous arrivez à rendre une peinture égale à l'original ou à la façon de travailler d'un artiste, c'est parce que vous arrivez à capturer l'ADN de sa façon de travailler? Oui, il faut vraiment qu'on capte chaque mouvement que l'artiste fait. Par exemple, si vous voyez un photo d'une œuvre, il y a des fois des couches antérieures. Du relief. Exact, du relief, qui n'est pas visible exactement à l'œil nu, mais qui contribue vraiment à l'apparence et la beauté de l'œuvre finale. Donc, faut qu'on fait chaque coup de pinceau numéro 1 à numéro 10 000. Il y a des peintures qu'on fait qui ont 10 000 ou plus coups de pinceau pour vraiment avoir le même l'apparence, la beauté de l'original. Et c'est vraiment pour ça qui rend la différence entre les œuvres que nous on crée versus quelque chose imprimé qui est plat. Il y a des expériments qui étaient des expériences qui étaient faites pour regarder comment le cerveau fonctionne en regardant une œuvre, en visionnant une œuvre originale versus quelque chose imprimé, et qui démontre que la réactivité émotionnelle, c'est à peu près 10 fois plus quand vous voyez un œuvre originale, à cause de les motor neurons dans votre cerveau qui s'allument quand vous imaginez les mouvements que l'artiste devrait faire pour créer une œuvre comme ça. Donc, il y a vraiment une différence. Mais je reviens sur mon idée de capturer l'ADN de l'artiste, parce que oui, vous êtes capable de reproduire une œuvre en l'analysant puis en voyant qu'il y a 10 000 coups de pinceau qui sont nécessaires. Mais le même artiste, vous avez présenté le cas d'une artiste qui a jamais pu peindre comme elle le voulait, et vous l'avez aidé, cet artiste-là, à créer une peinture. Donc, ça veut dire que, à quelque part, vous capturez quelque chose de l'artiste. Vous êtes capable je reviens avec l'image de l'ADN, la façon de travailler, le style de travailler, puis vous êtes capable de le reproduire dans d'autres créations? Ouais. Donc, on a vraiment 2 technologies. La première, c'est qu'on capte tous les coups de pinceau sur une tablette ou un iPad. Donc là, l'ADN, c'est vraiment la manière que l'artiste crée chaque le dépôt, là. Exact. Donc, la pression sur toile ou sur toile numérique et le pigment, la vitesse de chaque coup de pinceau, c'est ça. Donc, on capte une douzaine de data points à propos de chaque coup de pinceau. Et c'est vraiment ça qui rend la différence entre... Et on peut vraiment voir la différence dans ce qui est produit par une artiste. Vous l'avez présenté, puis on voit vraiment. Là. Ouais, on le voit vraiment. La deuxième méthodologie de création, c'est une artiste nous donne accès à quelques-unes de ses œuvres. Puis là, on fait ça s'appelle en anglais style transfer. Donc, l'analyse de style. L'analyse de style. Et là, on peut l'appliquer sur une nouvelle image. Donc, on veut créer une peinture de toi ou un portrait
ou un portrait du chien ou de la famille de quelqu'un dans le style d'un artiste. Donc, nous, on crée des modèles grâce à l'intelligence artificielle et on utilise le plateforme AWS SageMaker pour faire tout cela. Donc, pour appliquer le style d'un artiste sur un nouveau image. Et c'est vrai, faut qu'on capte vraiment des détails subtils comme est-ce que les coups de pinceau sont épais ou minces, les couches? Est-ce qu'ils mélangent la couleur avec de l'eau ou non avec de l'eau? Donc il y a vraiment, ça a pris beaucoup de temps pour perfectionner chacun de ces petits détails. Mais on le voit, le bras de votre robot, comment il travaille, mais méticuleusement, pour rajouter un petit point quelque part. C'est vraiment comme un artiste le ferait. Mais ce qui est intéressant, ça, il y a l'accomplissement technologique, sauf que dans le modèle de ce que vous proposez, c'est qu'il y a aussi tout le côté de le respect de l'artiste, de ses droits et sa compensation financière. Ouais, c'est ça. Et c'est ça vraiment le ethos ou l'objectif de l'entreprise. Moi, je suis artiste, je veux soit aider les artistes à gagner sa vie et à démocratiser l'accès à leurs œuvres et respecter leurs droits. Par exemple, on était super intentionnel avec le manière dont on entraîne nos modèles. Donc c'est entièrement différent des modèles comme texte à image où ils ont utilisé plein des images ou des textos des artistes qui étaient sur l'internet. Donc nous sans leur permission. Sans leur permission. Donc nous on entraîne seulement avec la permission de l'artiste. L'artiste faut aller sur notre site web, doit savoir ou comme savoir utiliser notre plateforme et nous donner accès à leurs œuvres. Et même s'ils disent oui, je veux travailler avec acrylique, on est super, on essaie d'être extrêmement précis avec la manière dont l'artiste veut travailler avec nous. OK, toi, tu veux créer 10 œuvres exactement, on crée 10 max, puis là, on détruit le fingerprint ou l'empreinte. L'empreinte, on le détruit. Ou je veux est-ce que l'artiste donne son consentement qu'on utilise leur style pour appliquer sur des nouveaux images ou seulement pour leurs œuvres créées par eux comme à la main grâce à nos outils? Parce que quand je vous écoute, ça veut dire que vous pourriez rendre un artiste éternel. C'est ça, vous? Oui, ça on tourne un peu philosophique, mais ouais, ça serait vraiment une manière intéressante de rendre un artiste éternel ou même de donner de nouvelles vies à des artistes qui sont morts depuis longtemps. Genre le groupe des 7, là. Le groupe des 7, comme moi je veux une peinture dans le style de Picasso ou de n'importe qui. Si on ne peut pas le faire sans le consentement de le estate, jusqu'au point que si c'est dans le public domain, c'est correct, comme tout le monde. Mais à moins ça, faut vraiment qu'on ait le consentement de l'artiste ou son estate pour... Donc, des Léonard de Vinci ou des Van Gogh, peut-être qu'on va en retrouver. Ouais, exact. Comme moi, je veux mon chien, par exemple. On rigole, mais le marché pour des portraits des chiens c'est plus gros que on penserait. Donc, je veux ça dans le style de Picasso ou de n'importe qui. C'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement faire. Et pour des artistes indépendantes vivantes, 100%, c'est quelque chose où on a besoin de leur consentement. On leur donne du crédit. Donc, les trois, c'est consentement, crédit et cash. Yeah, exact. Donc, pour leur donner du cash, du compensation, chaque fois qu'on utilise leur style ou quand on vend une de leurs œuvres. En terminant, Chloé, l'artiste, elle, est-ce qu'elle peint encore? Parce que là, je parle à l'ingénieur, là, mais l'artiste. Oui, je fais encore. Mais aujourd'hui, c'est normalement des peintures pour le robot. Donc, c'est une style différente, mais j'adore. Donc, tous nos premières œuvres, c'était par moi. C'était moi puis mon équipe d'ingénieurs. Pas toujours des artistes. Donc, ouais. Et j'aimerais, dans les prochains mois, lancer une collection Chloe Ryan, des œuvres faites par moi. Donc, stay tuned pour ça. Merci beaucoup. Non, mais merci. Merci beaucoup.
Cette édition d'AWS re:Invent, je l'ai trouvée très inspirante pour la communauté des codeurs, des programmeurs, et c'est pourquoi j'ai voulu rencontrer Sébastien Stormack. Il est une sorte de défenseur des développeurs chez AWS, et j'ai voulu parler avec lui des outils innovants qui avaient été annoncés pendant la semaine, qui transforment le travail des développeurs, parce qu'on l'a bien vu, tout au long de la semaine, AWS repousse les limites maintenant de leur productivité et de leur créativité. Bonjour, je m'appelle Sébastien Stormack. Je suis developer advocate, C'est bien parce que j'allais te poser la question, qu'est-ce que ça fait? Ouais. En fait, je cherchais le mot français. J'essayais de traduire en français. Il n'y a pas de mot français pour ça. On s'occupe de la relation avec les développeurs. Donc, une relation, c'est dans les deux sens. J'écoute ce que les développeurs disent et j'essaye de ramener leur feedback aux équipes service. Surtout pour ce qu'on appelle en anglais le long tail. Tu sais, les grands clients, ils ont des canaux avec les account managers, etc. pour remonter leur feedback. Les plus petits développeurs, les petites sociétés, les indépendants, ils n'ont pas ces canaux, donc on essaye d'être leur voix auprès des équipes services. Et puis on essaye de faire la communication dans l'autre sens aussi, des équipes services vers les développeurs pour leur montrer ce qui est nouveau, comment utiliser, comment optimiser leur usage d'AWS. C'est plus clair comme ça? C'est beaucoup plus clair. Écoute, tu as dit le mot magique, nouveauté. Cette semaine, bien évidemment, il y a 60 000 personnes réunies ici à Las Vegas. D'une part, oui, c'est pour obtenir des certifications. Il y a beaucoup de monde qui viennent compléter des formations, avoir le certificat, le diplôme. Mais parallèlement, c'est une grande occasion pour AWS, mais dans toutes les sphères des activités, de montrer où vous allez. Et aujourd'hui, parce qu'on se parle mardi, ça a été la grande présentation du grand patron. C'est même le grand patron d'Amazon qui est venu donner le scoop. D'abord, l'intelligence artificielle générative. Vous étiez déjà présent par un hub des grands outils qui était disponible chez vous, Bedrock. Et là, maintenant, vous ajoutez votre outil à vous. Pourquoi? On ajoute notre large language model, ou plutôt une famille de large language model qui s'appelle Nova, qui va se décliner de plein de façons différentes, des petits, des plus grands, des monomodaux, donc uniquement du texte, mais aussi des modèles qui vont faire de la génération d'images et plus tard de la génération de vidéos, et on les a déjà pré-annoncés, ce qui est assez rare chez AWS. D'habitude, on ne pré-annonce pas. Pourquoi? Pour donner le choix. Quand on a commencé EC2, il y avait qu'un seul type d'instance. Maintenant, il y en a, je sais pas combien. La dernière fois que j'ai regardé, c'était entre 200 et 300. C'est peut-être au-dessus de 300. Les clients ont le choix. Il n'y a pas un modèle qui va satisfaire tous les besoins, toutes les demandes des clients. Ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est les clients utilisent des modèles différents pour des tâches différentes, voire mieux, ils les orchestrent. Donc on écrit du code qui va d'abord demander un modèle ceci, puis en fonction de la réponse, il va appeler un autre modèle pour faire, etc. Donc on veut que nos clients aient du choix. Ça fait partie de l'ADN d'Amazon aussi, Amazon.com, une large sélection de produits à un prix bas. Et on applique les recettes qui marchent à Bedrock également. Parallèlement, ça n'a jamais été aussi clair de voir comment vous travaillez à simplifier le travail des développeurs, et pas seulement sur votre entreprise, mais les développeurs sur la planète. Vous êtes en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour encore plus faciliter leurs tâches, pour que eux puissent passer moins de temps à faire autre chose que du code. C'est quand même assez impressionnant. Ou de faire plus de code, ou de le faire plus rapidement. Et là, ça me parle beaucoup, parce que comme je suis développeur advocate, moi je parle avec des développeurs, je développe moi-même des exemples, etc. Donc je travaille avec cet outil dont tu parles qui s'appelle Amazon Q pour développeurs, qui est un agent, un coding assistant, c'est comme si on avait un senior développeur à côté de nous pendant qu'on code, qui va nous suggérer du code, mais avec qui on peut parler aussi. Il y a un chat, et on a rajouté des tas de fonctionnalités encore aujourd'hui dans Amazon Q développeur, comme la possibilité de transformer du code, de moderniser du code, de migrer du code Windows vers Linux. On utilise des large language models aussi pour faciliter la migration de code dit legacy, j'aime pas trop le mot, mais de plus vieux code, du code pour mainframe par exemple, vers des environnements Linux plus ouverts. Des trucs qui peuvent être très compliqués. Oui, qui peuvent prendre des années hommes quand on n'a plus nécessairement la documentation ou les compétences. Les gens qui ont écrit du code sont parfois partis à la retraite et il faut migrer ce code. Partis dans un autre monde, même. Oui, dans le pire des cas, oui aussi. Mais donc il faut faire évoluer ce code. Mais ces outils d'assistance, ça fait gagner un temps fou, même pour des tâches
pas nécessairement lié à AWS. J'étais ce matin, je prends l'exemple, j'avais un gros fichier texte et je devais appliquer une recette sur chacune des entrées de ce fichier texte qui contenait plusieurs colonnes, etc. Donc je me suis dit, je vais écrire un petit shell script pour aller chercher les premières valeurs du fichier. J'aurais pu le faire moi-même, ça m'aurait pris 20-25 minutes. Mais non, j'ai ouvert Amazon Q Developer, j'ai dit, écris-moi un code qui va extraire la première valeur de ce machin. Il m'a sorti les 4-5 lignes de shell script bien comme il faut. Ça a marché du premier coup. Non, c'est pas vrai, j'ai dû raffiner un truc. Mais voilà, j'ai fait mon truc en quelques minutes, le temps de taper, de lire, de comprendre. C'est important, de comprendre la réponse et de l'appliquer. Donc c'est vraiment le futur pour les développeurs. Ça va pas remplacer les développeurs, je suis pas en train de dire ça, mais on va être plus productif. Avant, on écrivait du code avec une machine à faire des trous dans du carton. Maintenant, on écrit du code avec des assistants de cette génération. J'aime bien parce que tu partages ton expérience à toi, mais des collègues autour de toi ou des développeurs avec qui tu as eu la chance de parler, qui ont pu travailler avec cet outil-là, qu'est-ce qu'ils te disent? Alors, nos clients, ils nous disent, en général, les gros clients qui font des évaluations un peu formelles de ce genre d'outils, ils font des groupes d'A/B testing, et donc ils donnent cet outil à certains développeurs et pas à d'autres. Et puis, ils mesurent non pas la productivité, parce que c'est super difficile de mesurer la productivité d'un développeur. C'est quoi? C'est le nombre de lignes de code écrites. Mais l'expérience. Oui, c'est ça. Le temps qu'il faut pour aller de l'idée à la feature ou la satisfaction. Simplement, j'arrive à faire plus de choses dans ma journée. Et en général, le groupe positif, c'est celui qui utilise évidemment les outils. Ça, c'est pour nos clients. Et pour mes collègues, on fait plein de démos. C'est le but de notre groupe. Et j'ai un collègue qui fait une démo très impressionnante. Il construit une application à partir de rien sur scène. Donc, il a eu un talk d'une demi-heure. Il a dit, voilà, on va créer une application qui va chercher la météo du jour à l'endroit où je suis, qui affiche dans une page web. Et donc, il pose la question, je voudrais faire et l'outil génère le GUI, génère la partie back-end, l'appel à l'API. C'est pas parfait, évidemment, mais ça génère un premier squelette. Et puis, en dialoguant avec le truc, il permet de raffiner le code. Et en général, pas toujours, il arrive, après une demi-heure, à avoir une application qui fonctionne, qu'on peut démarrer, qui est dans un browser. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas finie, mais ça montre la vitesse. On ne pourrait pas faire ça en une demi-heure à la main en partant de zéro. Dans le développement, dans le codage assisté comme ça par la machine, est-ce qu'il y a des questions éthiques? Est-ce qu'il y a des questions qui sont soulevées par rapport à l'utilisation de ces outils-là? Ouais, moi j'en vois une importante, c'est d'où vient le code qui est généré. Donc ça revient à quelles sont les données qui ont été utilisées pour entraîner les modèles, sous quelle licence elles étaient, parce que si on scanne, tout GitHub, tout le code public de GitHub, en tout cas tout ce qui est unique, parce qu'il y a beaucoup de duplicats aussi sur GitHub, est-ce que ça vient de code GPL, est-ce que ça vient de code sous licence Apache, Berkeley, etc. Ça c'est important. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse, j'en connais pas en tout cas. Si vous en connaissez, écrivez-moi, je suis preneur aussi. Mais donc ça c'est une des questions, et beaucoup d'entreprises veulent aussi personnaliser ces recommandations sur base de leur code à eux, qui n'est pas sur GitHub, qui n'est pas dans les modèles. Forcément, les modèles, ils sont nourris avec le code qui est public. Les modèles d'Amazon sont nourris avec le code d'Amazon. On a suffisamment de code. On a 20 ans d'historique de code et des milliards de lignes de code. Voilà. Mais dans des cas d'usage très spécifiques aussi, c'est pour le commerce de retail et pas beaucoup pour d'autres choses. Mais donc, de plus en plus, les entreprises veulent customiser ou personnaliser les modèles avec leur code à eux. Et donc, il y a une phase d'apprentissage où l'outil va avoir accès au code privé de l'entreprise pour générer un modèle qui est fine-tuné pour le code de l'entreprise, c'est-à-dire pouvoir se faire des suggestions de code spécifiques au framework, à la manière de faire, aux fonctions qui existent déjà, aux librairies qui existent déjà. Et évidemment, ce modèle fine-tuné est la propriété de l'entreprise. Il n'est pas partagé avec d'autres clients AWS. Il ne faudrait pas que du code d'un client soit suggéré à un autre client. Tout ça, c'est en respectant la privacy, la confidentialité des données que les clients nous donnent. Quand vous donnez des clients quand un client donne des données à Bedrock, ça reste dans l'espace de ce client-là. Dans le silo. Dans le silo. C'est une bonne analogie. Ouais. Question très personnelle, et on terminera là-dessus. Comment, toi, tu vois l'arrivée, l'impact de l'IA générative dans ton travail? Ça permet d'être plus productif. Et alors, souvent, on me répond, oui, mais si vous êtes plus productif, ça voudra dire qu'il faudra moins de monde pour faire la même chose. Et donc, ça va supprimer des jobs. Et moi, je réponds, non, c'est pas vrai.
quand une ressource est plus productive, on l'utilise plus. Ça fait un espèce d'appel d'air. Quand on a inventé la machine à vapeur, on s'est dit c'est fini, il y aura plus de production de charbon. Et aussi au contraire, la production de charbon a explosé parce que les machines à vapeur ont un tel gain de productivité qu'elles se sont dupliquées et qu'on a eu besoin de plus de charbon qu'avant. C'est la même chose qui se passe. La productivité du développeur va augmenter, donc le coût à la ligne de code, si on peut dire ça comme ça, de nouveau, c'est pas une super métrique, désolé si vous êtes développeur et que vous nous écoutez. J'aime ça. Mais va baisser, Ouais. et donc on pourra en faire plus pour le même budget. Et donc, je pense que ça va faire un appel d'air. Ça permettra aussi à des personnes moins exposées au code de commencer à coder. Des personnes dont c'est pas le métier, des personnes qui sont un peu sensibles sur la tech, mais ils sont pas développeurs, de pouvoir facilement, je vais dire bricoler, mais c'est pas joli, c'est pas vrai, construire une application qu'ils auraient pas pu nécessairement faire avant. Donc ça va offrir. Enfin, moi, je suis très optimiste, mais je suis un garçon très optimiste en général. Ça va permettre d'offrir plus d'opportunités, avoir plus d'applications pour résoudre plus de use cases, peut-être probablement à un coût plus faible. Heureux de t'avoir recroisé ici cette année, et puis je te dis à l'an prochain ou à bientôt. À l'année prochaine, ou plus tard. Alors voilà pour ma petite couverture de l'édition 2024 de AWS reInvent. Merci aux gens d'AWS Canada pour l'invitation qui m'a permis de vivre à nouveau ce grand rendez-vous sur place. Maintenant, tant qu'à vous avoir avec moi à Las Vegas, je vous propose d'y rester pour une dernière rencontre. Cette semaine, le studio Félix et Paul, les créateurs de la célèbre série immersive Space Explorers, ont annoncé qu'ils se lançaient à nouveau dans un ambitieux projet nommé Interstellar Arc. Prévu pour l'automne 2025, cet espace immersif de 20 000 pieds carrés, situé dans le district Area 15 à Las Vegas, va plonger les visiteurs dans une mission interstellaire au 26e siècle. Intriguant comme annonce, juste avant de quitter Las Vegas, je me suis entretenu avec le PDG de Félix et Paul Studio. Voici notre conversation. Stéphane Rétuy, bonjour. Bonjour Bruno. Stéphane, grosse nouvelle cette semaine. Qu'est-ce que ça va être, ce concept-là d'expérience immersive? Je dirais que le dernier projet qu'on a fait et qu'on a pu montrer à Montréal et au Québec et qui tourne un peu partout dans le monde en ce moment, c'est Space Explorer l'Infini. Donc, c'était tiré du matériel qu'on avait filmé pendant 3 ans à bord de la station spatiale. Donc, on avait filmé à l'intérieur, à l'extérieur de la station spatiale. On avait récupéré du contenu incroyable qui est disponible sur les casques pour les propriétaires d'un casque MetaQuest. Mais on se disait, il y a encore un nombre limité d'utilisateurs de MetaQuest. Donc, comment on peut amener ça sur Terre, hors casque, pour rejoindre la plus grande audience? Et on travaillait avec nos collègues et collaborateurs du Centre Phi qui ont développé pendant une décennie, plus d'une décennie, une expertise pour montrer du contenu. D'ailleurs, ils sont encore en train de montrer du contenu en VR au Vieux-Port, pour ceux qui ne sont pas encore allés, sur les pyramides de Khéops. Et donc, on travaillait avec l'équipe du Centre Phi pour créer une production, puis on a coproduit en fait cette installation pour inviter les spectateurs à visiter et explorer la station spatiale en VR. Donc, vous alliez là-bas, dans le lieu, vous mettez votre casque de réalité virtuelle. On peut avoir un nombre assez important, jusqu'à 170 visiteurs par heure qui explorent simultanément cet univers-là, avec tout le contenu filmé dans l'espace. Et la réaction du public a été surprenante. Puis je pense qu'il y a un engouement pour tout ce qui est ce qu'on appelle location-based VR, donc des installations immersives en réalité virtuelle. Et voyant cet engouement-là, on s'est dit, mais il faut qu'on continue. C'est incroyable comme terrain de jeu pour les créateurs. Donc pour mes collègues, Félix et Paul, réalisateurs et scénaristes de la plupart des expériences de la majorité des expériences du studio. Et on s'est dit, comment on continue? Et en parallèle, on est dans l'espace. On continue notre exploration, de documenter l'exploration spatiale. On dit, est-ce qu'on peut pousser ça encore plus loin? Alors oui, on filme, on a encore des caméras à bord de la station spatiale. Oui, on prévoit envoyer l'année prochaine des caméras sur la Lune pour amener du matériel 3D 360 de la Lune. Mais allons plus loin dans l'inspiration. Amenons la population plus loin. Faisons une production qui est à la hauteur de l'aspiration. De la nature humaine, nous sommes des explorateurs. Donc, quel genre d'histoire on pourrait raconter qui alimente ça? Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec ce concept de Interstellar Arc, de vous emmener, de créer un voyage interstellaire où
l'espèce humaine, dans le futur, a identifié une exoplanète, qui est une véritable exoplanète, Ross 128b, qui existe. Et 6 siècles dans le futur, fort à parier que après la Lune, après Mars, l'espèce humaine, dans sa nature, son appétit de continuer l'exploration, l'expansion, va vouloir explorer, s'approcher de cette exoplanète-là. Et c'est le voyage qu'on propose. C'est le voyage tout simplement de dire, projetons-nous dans le futur. Donc, ce qu'on construit à Area 15, comme tu l'as vu dans l'annonce, on construit un spaceport. Donc, c'est vraiment l'idée d'arriver dans un spaceport qui est sur la base lunaire. C'est aussi un peu l'esprit du programme Artemis de la NASA. Et allons sur la Lune pour créer la fondation pour continuer plus loin l'exploration spatiale. Donc, on part de cette même idée-là. Vous arrivez à Vegas. Vous rentrez dans ce lieu-là, vous n'êtes plus à Vegas, vous êtes sur la Lune et vous vous apprêtez à embarquer dans un voyage interstellaire. Et à partir du moment où vous mettez le casque de réalité virtuelle sur la tête, c'est la dernière heure avant votre arrivée en orbite de l'exoplanète et vous passez 1 heure à explorer ce vaisseau spatial-là. Je vais m'arrêter là parce qu'on est encore en construction, en développement, en production de l'expérience. On va ouvrir à Vegas en octobre. Donc, on est dans le sprint de continuer à fine-tuner, à arranger l'expérience en elle-même. L'idée au départ, c'était de reprendre un peu le succès de Space Explorer l'Infini, qui aujourd'hui est à Charlotte, aux États-Unis, à Houston. On a ouvert à Shanghai et à Singapour aussi. Donc, le show continue à tourner. Donc, on se disait, est-ce que ça serait bien de faire encore aussi un modèle de tournée? Puis, on a rencontré l'équipe de Area 15. Donc, Area 15, qui est un lieu de divertissement assez incroyable, qui est en dehors de la strip de Las Vegas et qui veut vraiment une nouvelle destination hors strip qui adresse aussi un nouvel appétit des consommateurs, des gens, des visiteurs de Las Vegas qui veulent sortir un peu de l'univers des casinos. Les gens vont là pour voir certains spectacles, même le sport prendre de plus en plus d'importance. Et l'équipe d'Area 15 a développé ce lieu-là où il y a des expériences comme Mia Wolf au Megamart. Donc vraiment des expériences immersives qui sortent un peu du terrain traditionnel des shows qu'on est habitué de voir à Las Vegas. Et on a engagé un dialogue, conversation. Ils nous racontaient qu'ils étaient en phase d'expansion. Ils ont le premier district. Et là, ils font une phase d'expansion vers le nouveau district où Universal va ouvrir, en même temps que nous, un petit peu avant, en septembre, un grand espace sur la thématique de l'horreur, en utilisant tous les propriétés, les films, les expériences de Universal. Donc, vous allez pouvoir manger de la cervelle, boire du sang, etc., en ayant votre rush d'adrénaline. Et ce nouveau district-là, il y avait de l'espace et on a décidé de collaborer avec eux pour reconstruire cette expérience-là dans 20 000 pieds carrés. Et ce qui est génial pour nous, parce que ça nous donne un plus grand terrain de jeu que la plupart des installations immersives en réalité virtuelle. Et on a besoin de ce plus grand terrain de jeu parce qu'on joue beaucoup avec l'espace. L'expérience qu'on est en train de créer est plus grande que nature. Vous êtes dans un vaisseau spatial qui est nécessairement plus grand que nature. C'est 6 siècles dans le futur. Donc, on a besoin de beaucoup d'espace pour jouer avec ça. Donc, on va vraiment avoir l'opportunité de créer un lieu fait sur mesure pour accueillir notre vaisseau spatial narratif. Le fait que vous teniez maison dans un endroit, que vous n'avez pas besoin de remettre ça dans des boîtes pour le ramener ailleurs dans le monde, ça doit permettre aux créateurs d'aller plus loin dans leurs idées et dans l'expérience ultimement qu'ils vont offrir aux visiteurs. Je dirais, c'est la signature de mes collègues Félix et Paul, c'est qu'ils n'ont pas attendu d'avoir ça pour ne pas se limiter. Ouais. Donc, c'était une belle rencontre où le créatif a appelé déjà à avoir une œuvre plus grande, donc qui a appelé un plus grand espace et qui aurait été un gros défi à tourner. La rencontre s'est faite à point nommé, je dirais, dans le processus créatif et la rencontre avec l'équipe d'Area 15 en disant ce que vous êtes en train de préparer, ça nous intéresse énormément. Area 15 aussi, c'est aussi un jeu de mots sur Area 15.
donc Area 51, pardon. Donc, donc il y a la thématique de l'espace qui est déjà ancrée là-dedans. Et étrangement, il n'y a pas d'expérience sur la thématique de l'espace à Area 15. Donc ça, il y avait une volonté, un désir mutuel commun de travailler là-dessus. Mais sur ton point, oui, ça va nous permettre d'étendre l'univers, de rendre ça encore plus grand que nature, même si en réalité virtuelle, techniquement, il n'y a plus de limite. Mais je dirais que, comme ce que je disais tout à l'heure, le créatif n'a pas attendu et voulait déjà aller dans le plus grand que nature. Ouais, mais ça, c'est leur signature, ça. Mais le fait, parce que c'est à Las Vegas, là, c'est difficile de ne pas faire un parallèle avec le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, quand ils ont décidé un jour d'être en résidence et de s'installer pour faire une création, ça a fait boule de neige. Et maintenant, le Cirque du Soleil est très associé à Las Vegas. Le fait d'aller vous installer comme ça en résidence à Area 15, est-ce que vous n'êtes pas en train d'écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de Félix et Paul Studio? Oui, je dirais que le futur nous le dira, mais pour nous, ce qui était important, c'était de s'inscrire dans un endroit, aller dans un lieu qui est déjà une destination et qui est parce que seul, c'est difficile. Le Cirque du Soleil avait comme partenaire MGM. Ouais. Ils sont arrivés dans un endroit qui était une destination, qui était MGM. L'équipe d'Area 15 nous ont accueillis avec la même intention, le même esprit. On génère déjà, il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a plus de 3,5 millions de visiteurs annuels à Area 15. Et ce nombre-là va grandir avec le District 2. Puis sur le long terme, il y a le District 3 qui est en développement aussi. Ils ont eu l'approbation de la municipalité avec des hôtels immersifs, etc. Donc il y a vraiment une nouvelle forme de divertissement qui est en train de se créer autour d'Area 15. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a développé cette collaboration. Et oui, le futur nous le dira si effectivement ça a le même impact que ça a eu sur le Cirque du Soleil, avec la forme narrative immersive qu'on est en train de créer, et en se disant que c'est peut-être le premier de nombreuses expériences qui vont voir le jour à Las Vegas et à Area 15. Dans les derniers projets qu'on a mentionnés, je pense évidemment à Space Explorer, mais aussi à celui sur lequel vous êtes en train de travailler avec les gens de la NASA. Il y a toujours un travail collaboratif entre vous et justement l'agence américaine, aussi l'agence spatiale canadienne, là, qui était importante dans l'équation. Mais on sentait que vous étiez toujours à travailler en partenariat. Ce coup-ci, avec le nouveau Interstellar Arc, est-ce que vous êtes tout seul à travailler là-dessus ou est-ce qu'il y a encore des partenariats pour arriver à rendre le rendu de l'immersif possible comme vous voulez le faire? Cette fois, on s'est, je dirais, affranchi de la collaboration avec l'agence spatiale canadienne et américaine, parce qu'on s'en va dans la fiction. Okay. On se projette dans le futur, dans un futur possible de l'exploration spatiale humaine. On est toujours en collaboration très proche avec eux parce que c'est jamais très loin de la réalité non plus. On travaille avec des chief scientists de la NASA pour avoir des feedbacks. On a plusieurs collaborateurs qui sont impliqués. Je ne veux pas les révéler tout de suite, ça va venir un petit peu plus tard. Des figures historiques de l'exploration spatiale qui seront présents d'une manière assez intéressante dans l'expérience. Mais ça, on pourra en reparler plus tard. Mais donc oui, non, cette fois, on est vraiment dans la fiction. On embarque. C'est une œuvre de science-fiction. C'est le film de science-fiction dans lequel vous auriez toujours voulu être et d'être capable de le vivre comme personnage. Sans pouvoir vous le payer. sans avoir à vous le payer. Et c'est plus cet angle-là qu'on va prendre, mais toujours ancré de manière collaborative avec les différentes agences spatiales, parce que c'est, en essence, c'est une trajectoire de l'exploration spatiale humaine. C'est la raison pour laquelle on fait tout ça. Mais entre-temps, ça fait maintenant partie de votre ADN aussi. Là. Les heures de matériel que vous avez, tous les gens à qui vous avez parlé, vous avez développé à l'interne toute une connaissance de l'espace. C'est très difficile de faire de l'espace à moitié, dans l'espace à moitié. Si on y va, après, c'est effectivement par passion, puis on développe des réflexes et une envie de continuer à raconter ces histoires-là. Et c'est ça qu'on va proposer avec Interstellar Arc. C'est venez avec nous, embarquez dans cette aventure-là, vivre le film de science-fiction dont vous serez le héros. Vous allez pouvoir découvrir vous-même tout en étant ancré dans la réalité de ce qu'on connaît aujourd'hui. Stéphane, en terminant, l'échéancier, ça ressemble à quoi? Alors, c'est aujourd'hui, vous allez à Las Vegas Area 15, vous allez voir une belle dalle de béton de 20 000 pieds carrés.
C'est là où on sera. Ça, c'est chez vous. C'est chez nous. Ils vont construire les murs dans les prochaines semaines. La construction avance très vite. On prend les clés en juin 2025. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à déployer l'installation pour une ouverture 1er octobre 2025. Bon, je pense qu'on va se donner rendez-vous à ce moment-là pour aller voir ça. Stéphane Rétoué, merci infiniment d'avoir pris de votre temps pour nous parler plus en détail d'Interstellar Arc. Je rappelle que vous êtes PDG de chez Félix et Paul Studio. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, Bruno. À bientôt. Après la pause, on retrouve mes collaborateurs. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à Mon Carnet. Cette semaine, Thierry Weber nous raconte qu'à Neuchâtel, en Suisse, l'intégrité numérique devient un droit fondamental, selon un vote qui a été cherché 91% d'appui. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Dans l'écosystème numérique actuel où les données personnelles sont devenues le nouveau pétrole, la Suisse trace une voie singulière. En novembre dernier, le canton de Neuchâtel a franchi un pas historique. Par un vote massif à 91%, sa population a inscrit l'intégrité numérique directement dans sa constitution cantonale. Ce n'est pas un simple amendement technique, mais une réponse citoyenne profonde au défi de notre ère connectée. L'intégrité numérique devient un droit fondamental, au même titre que la protection de la personnalité ou la liberté d'expression. Que recouvre précisément cette notion ? C'est le droit pour chaque individu de contrôler ses données personnelles, de comprendre comment elles sont collectées, utilisées et partagées. Un bouclier juridique contre la surveillance massive, le profilage algorithmique et l'exploitation commerciale non consentie de nos traces numériques. Les cantons romans, les cantons qui parlent français, particulièrement Neuchâtel, Genève et le Jura, se positionnent en véritable laboratoire démocratique. Leur démarche dépasse la simple protection. Il s'agit de réaffirmer la souveraineté individuelle à l'ère numérique. Les enjeux sont multiples. Comment garantir la confidentialité dans un monde hyper connecté? Comment protéger l'identité numérique face à la puissance des algorithmes d'intelligence artificielle? Comment concilier innovation technologique et respect des libertés individuelles? Neuchâtel apporte des réponses concrètes. Sa modification constitutionnelle implique que tout traitement de données personnelles doit désormais respecter 3 principes fondamentaux: transparence, consentement éclairé et droit à la limitation. Un citoyen neuchâtelois peut désormais exiger de comprendre exactement comment ces données sont utilisées. Les entreprises, les institutions publiques comme privées sont tenues à une traçabilité et une explicabilité totale. Un droit de regard qui devient un rempart contre les dérives potentielles. Cette approche essaime progressivement. Genève a emboîté le pas, le Jura suit la même trajectoire. On sent émerger une conscience romande, peut-être même suisse, de la nécessité de réguler l'espace numérique par la démocratie directe. L'originalité du modèle helvétique réside dans sa capacité à impliquer directement les citoyens. Ce ne sont pas des technocrates qui décident depuis des bureaux, mais les habitants eux-mêmes qui définissent les contours de leur protection numérique. Bien sûr, des défis demeurent. Comment adapter ces principes face à l'évolution technologique rapide? Comment faire respecter ces droits au-delà des frontières cantonales dans un monde numérique sans frontières? La réponse se trouve peut-être dans cette approche progressive et collaborative. Chaque canton devient un terrain d'expérimentation, chaque vote un apprentissage collectif. La Suisse se profile comme un possible modèle international de gouvernement numérique citoyen. Au-delà des aspects techniques, c'est une vision philosophique qui émerge, l'affirmation que le numérique doit servir l'humain, et non l'inverse, que la technologie n'est pas une fatalité, mais un outil dont nous gardons la maîtrise. Neuchâtel, Genève, le Jura, ces cantons dessinent les contours d'une démocratie numérique du XXIe siècle. Une promesse, celle d'un rapport au numérique plus éthique, plus transparent, plus humain. Nous voilà donc à la croisée des chemins et la Suisse, peut-être, montre la voie. Allez, faites attention à vos données, défendez vos droits numériques,
Portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant. Le Canada encadre le numérique par des lois fragmentées et selon Stéphane Ricoul, une gouvernance unifiée pourrait offrir clarté et équilibre entre innovation et liberté. Le numérique aujourd'hui peut être comparé à une immense ville en perpétuelle construction. D'un côté, des gratte-ciel spectaculaires s'élèvent à un rythme effréné. Intelligence artificielle, réseaux sociaux, plateformes de streaming. De l'autre, les fondations de cette ville, nécessaires pour garantir sa solidité, semblent souvent mal ajustées, voire inachevées. Protection des données personnelles, cadre juridique clair ou encore lutte contre les abus. Et comme dans tout chantier complexe, il faut des règles, des lignes directrices qui organisent le chaos inhérent tout en favorisant un développement harmonieux. Au Canada, ces lignes directrices sont incarnées par plusieurs projets de loi, C27, C11, C18 et C63. Ensemble, ces initiatives tentent d'instaurer des garde-fous tout en structurant ce formidable et parfois anarchique espace qu'est le numérique. Mais voici le hic. Chaque loi aborde un aspect précis, souvent de manière isolée, sans forcément coordonner son travail. Un peu comme si chaque constructeur de cette ville numérique érigeait son propre bâtiment sans consultation avec ses voisins. Le résultat? Des efforts ambitieux, oui, mais parfois difficiles à harmoniser dans leur application. Alors pour m'amuser, et je tiens à le préciser dans un esprit purement hypothétique, nul besoin de faire trembler les législateurs, j'ai imaginé ce que donnerait une approche unifiée. L'idée serait de concevoir un seul grand texte législatif, une sorte de plan d'urbanisme numérique canadien. Un projet de loi unique regroupant toutes ces priorités sous une même structure. Loin d'être une proposition sérieuse ou prescriptive, cet exercice se veut avant tout une exploration, comme on imagine une utopie ou une architecture audacieuse jamais construite. Alors, explorons ensemble. Avant de refondre tout cela en une seule super loi, commençons par examiner les briques législatives qui composent déjà cette mosaïque numérique. Commençons par le projet de loi C27, probablement le texte le plus important sur le plan technologique. Il propose d'accroître la protection des données personnelles des citoyens tout en responsabilisant les organisations qui les collectent et les utilisent. L'objectif? Garantir un contrôle accru aux individus sur leurs données avec des garde-fous clairs contre les abus. Mais ce n'est pas tout. Un texte intègre également un volet ambitieux sur l'intelligence artificielle pour en assurer un usage responsable en évitant les biais algorithmiques et autres risques éthiques. Ensuite, le projet de loi 111, centré sur la promotion des contenus culturels canadiens face à la saturation de production internationale sur les grandes plateformes numériques. Que ce soit YouTube, Netflix ou Spotify, ce texte oblige ces acteurs à contribuer à la mise en avant des créations locales. Il s'agit ici de promouvoir non seulement notre patrimoine culturel, mais aussi la souveraineté culturelle du Canada à l'ère numérique. Puis il y a le projet de loi C18, qui traite du soutien aux médias locaux. Dans un contexte de domination technologique où les plateformes comme Google ou Meta drainent d'énormes revenus grâce au contenu journalistique sans toujours reverser leur juste part, voire jamais, cette législation exige que ces géants rémunèrent les éditeurs de presse pour les articles qu'ils mettent en avant. Une tentative de rétablir une certaine équité économique, notamment au profit du journalisme local. Et enfin, la sécurité en ligne reste une priorité absolue avec le projet de loi C63 qui s'attaque fermement au contenu préjudiciable. Discours haineux, exploitation infantile, fausses informations ou encore propagande violente. Une commission canadienne de la sécurité numérique serait créée pour superviser et accompagner la régulation de ces espaces afin de maintenir des environnements sûrs tout en évitant les excès sécuritaires. Ces 4 outils législatifs, bien qu'ambitieux chacun à leur manière, peinent toutefois à former un tout cohérent. Ils reflètent une approche fragmentée, chaque texte ayant sa propre sphère d'influence et son propre objectif. Du grand classique.
D'où mon idée purement ludique, on s'entend, d'imaginer une fusion. Que donnerait une gouvernance unifiée? Adopter une approche unifiée, c'est se demander et si toutes ces initiatives pouvaient converger sous un même grand texte législatif. Non pas pour simplifier à outrance, car les défis numériques sont complexes, mais pour imaginer une synergie qui alignerait mieux les objectifs des citoyens, des créateurs, des médias, des entreprises et des décideurs. Appelons ce projet fictif « Loi sur la gouvernance numérique intégrée ». Dans cet esprit, cette hypothétique superloi pourrait s'articuler en 3 grands chapitres. Chapitre 1, redonner le pouvoir aux citoyens, données et intelligence artificielle. La vision de ce chapitre, placer l'utilisateur au centre de l'écosystème numérique en lui offrant transparence, autonomie et protection. Les données personnelles sont aujourd'hui le carburant essentiel qui alimente les plateformes numériques. Mais que savons-nous vraiment de ce qui est collecté, comment c'est utilisé et par qui? Ce chapitre instaurerait des outils de transparence nécessaires. Les plateformes pourraient être tenues de fournir à leurs utilisateurs des tableaux de bord interactifs permettant à chacun de voir exactement quelles données sont utilisées, pour quelle fin et avec quelle date d'expiration. En parallèle, l'intelligence artificielle et ses algorithmes deviendraient des outils de progrès non pas secrets, mais auditable. Une idée nouvelle serait d'intégrer une approche participative, la création de jurys citoyens de l'IA. Ces jurys, constitués de citoyens formés, pourraient superviser certains usages des algorithmes dans des secteurs critiques comme l'éducation ou la justice. Ce ne serait pas seulement une IA plus éthique, ce serait également une IA plus ouverte. Chapitre 2. Réinventer la relation plateforme-créateur pour la culture et les médias. La vision de ce chapitre, transformer les tensions actuelles entre plateformes, créateurs et médias en opportunités collaboratives. L'idée ici n'est pas d'alourdir des contraintes pesant sur les grandes plateformes, mais de les inciter à devenir des partenaires dans la promotion des contenus canadiens. Par exemple, plutôt que d'exiger une rémunération punitive pour les médias, comme dans le projet de loi C-18, on pourrait privilégier une approche collaborative. À terme, cela pourrait inclure des accords bilatéraux permettant à une plateforme comme Spotify de cofinancer des tournées d'artistes locaux ou à Netflix d'investir stratégiquement dans le tournage de productions locales. Pour soutenir un écosystème médiatique durable, une refonte des fonds existants serait également proposée avec la création d'un fonds canadien pour l'innovation médiatique, axé sur les petits acteurs de l'information ou les formats émergents comme le journalisme immersif ou les plateformes ultra-locales. Chapitre 3 et dernier, sécuriser intelligemment nos espaces numériques. La vision de ce chapitre, maintenir un espace numérique sûr sans sacrifier la liberté. Ce dernier chapitre viserait à équilibrer rigoureusement 2 impératifs. La sécurité de tous contre les contenus nuisibles et le respect inaliéné des libertés individuelles. À cette fin, oui, une commission canadienne de la sécurité numérique dotée d'une triple fonction serait essentielle. Non seulement surveiller et réprimer rapidement les contenus haineux, mais aussi accompagner les acteurs du numérique avec des solutions proactives et prévoir une collaboration constante avec des experts indépendants. Et puisque la prévention est tout aussi importante que la réaction, des campagnes d'éducation numérique seraient déployées dès le niveau scolaire, mais aussi pour les adultes. Comprendre ce que sont les algorithmes, repérer les procédés de désinformation ou apprendre à dénoncer correctement des abus, ce ne sont plus des luxes dans une société interconnectée. Certes, rêver à une super loi intégrée, c'est une idée séduisante. Elle offrirait clarté et cohérence. Cependant, la réalité des défis numériques reflète leur nature variée et interconnectée. Chaque domaine, la protection des données, la culture, l'information ou la sécurité, nécessite des expertises spécialisées et centraliser ces approches pourrait paradoxalement ralentir les progrès. Mais ce petit jeu de réflexion montre que le Canada, malgré des défis évidents, cherche à poser des bases robustes
pour réguler cette ère numérique, véritables rivières technologiques qui ne peuvent pas être laissées sans digue ni sans contrôle. Et une régulation numérique intelligente se doit de protéger ces berges sans freiner le courant. Et si cette réflexion vous a fait imaginer un futur numérique peut-être plus équilibré, alors l'objectif est atteint. Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Alors cette semaine, tu nous amènes à Bordeaux en France. Et oui, effectivement, cette semaine, je parle avec Axel Johnston de Design Shot. On parle directement de Bordeaux en France. Et comme je t'en avais parlé la semaine dernière, Axel a mis en place le conclave des designers UX. Attends, ça veut dire qu'il y a un conclave comme à Rome. Est-ce que ça veut dire que le monde UX a maintenant son pape? Eh ben non, ils n'ont pas élu un pape. Malheureusement, c'était pas dans la discussion qu'on a eue aujourd'hui, mais c'est vrai que le terme appelle un peu à ça. Mais il a mis en place donc ça pour que des gens puissent se parler. C'est un groupe restreint, hein. Il faut être un gestionnaire d'équipe de design de plus de 10 personnes. Enfin, ils sont en train de travailler sur les critères, mais en principe, il faut que ce soit des gens qui sont déjà à la tête d'un département UX et ben qui, comme on en a discuté dans les dernières années, hein, il y a un petit peu de growing pain, il y a un petit peu de douleur à être le gestionnaire d'une équipe de design dans une grande organisation. Donc, il faut partager un peu ces choses-là. Et c'est ce qu'ils font durant le conclave, et ce, 2 fois par année. Ben alors, pour ceux qui trouvaient que le monde du UX était presque rendu une religion, ben ils vont être rassurés dans leurs croyances. Merci Jean-François pour cette entrevue qu'on va aller écouter à l'instant. Puis nous, ben on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Parfait, allons écouter ça. Merci beaucoup Bruno, à la semaine prochaine. Alors le conclave, c'est en fait donc avec ma boîte Design Shots, on est une société secrète de designers, et le conclave, c'est un des rituels qu'on organise. Ça a lieu tous les 6 mois. On se voit 2 fois en vrai, en présentiel. Une fois à Paris, autour, tu vois, de Noël, sur ce qu'on a appelé la Winter Edition, où du coup on va avoir un format très orienté conférence sur le design leadership. Donc le conclave, c'est du coup la conférence qu'on va organiser nous exclusivement sur du design leadership. C'est une conférence du coup qui est réservée qu'à des head of design et des design leaders. Et on parle que de design leadership dedans. Donc t'as 40 places, c'est limité. On sélectionne les gens à l'entrée, parce que tout le monde n'a pas le droit d'y accéder, justement, ce qu'on veut. Et il n'y a rien qui est enregistré, d'ailleurs, par ailleurs, durant le conclave. L'idée, c'est vraiment d'être dans des échanges un petit peu confidentiels pour discuter, parce que tout simplement, les sujets dont on parle, bah, tu vois, c'est du leadership, c'est de l'organisationnel, c'est de la gestion, du coup, des individus, des modes de travail, etc. Et donc, du coup, on est, sur des discussions, sur du leadership, parce qu'on trouvait qu'il manquait quelque chose, en tout cas en France. Sur cette thématique-là, tu as beaucoup de conférences qui existent sur du design au sens large et autres, mais on trouvait qu'il manquait quelque chose sur les orgas et le leadership. Et du coup, on s'est dit, en fait, on se voit tous les 6 mois. Allez, cette année, on va essayer de le faire avec un format un tout petit peu plus ouvert, c'est-à-dire qu'on accueille des personnes qui sont pas forcément membres de notre société secrète. Et tant qu'ils restent dans les conditions, c'est-à-dire head of design, avoir dans une organisation produit in-house et avoir managé au moins une dizaine de designers dans leurs équipes. Et ça, si tu veux, c'est les critères d'accès pour rejoindre la journée de conférence qu'on a eu faite. Tu vois, c'est la semaine dernière, c'était vendredi. Là. Est-ce que c'est en réponse un peu à ce que moi je constate comme malaise un peu dans l'industrie du numérique, d'une méconnaissance de ce que l'UX peut faire? On est encore très perçu comme les gens qui font les designs, le beau à la fin des projets, mais encore mal perçu peut-être pour les gens qui peuvent être un peu plus stratégiques sur les projets? Pour moi, c'est surtout une réponse au fait que la majorité des conférences aujourd'hui, elles sont faites, comme elles sont publiques, tu peux pas partager non plus énormément d'informations. Donc en fait, tu vas partager ce qui marche bien. Tu vois. Et nous, le parti pris qu'on a pris sur la ligne éditoriale, c'est de partager le chaos qu'on a dans nos organisations. C'est de partager ce qui marche pas, en fait. Parce que c'est en discutant de ce qui marche pas et en discutant de nos difficultés qu'on progresse tous beaucoup plus que en rendant plus beau certains sujets qui peuvent nous arriver. Donc le parti pris, c'est vraiment de se dire, on va discuter de sujets. Déjà, tous les gens, on le dit dans la ligne éditoriale de nos speakers, en face de vous, vous avez que des head of design qui gèrent des organisations dans des orgas produits, pardon.
Donc à partir de là, on va pas discuter, on va rentrer très vite dans les sujets, si tu veux. On va pas discuter de c'est quoi l'Ops, à quoi ça sert un design system. Non, on va rentrer dans les problématiques qui est manager des tokens dans des orgas multi-brand, par exemple. Et on va avoir du coup des sujets beaucoup plus précis dans ces échanges. Donc c'est la précision de la discussion. Et en même temps, le côté où du coup, on n'est pas en train de... enjoliver un petit peu la réalité et plutôt de se dire véritablement ce qui se passe, quoi. Mais ton entreprise aussi, c'est ce que tu me disais avant l'entrevue, c'est vous faites ça aussi. Vous intervenez auprès des grandes organisations pour les aider à avoir une culture un peu plus orientée sur le design, là. Ouais, le positionnement qu'on a pris avec Design Shot, c'est celui d'aider les organisations produits à devenir design driven et en fait à améliorer du coup l'impact et la valeur qu'elles vont créer. Et on prend un axe qui est l'axe de l'individu dans les organisations. C'est-à-dire que ce qu'on va venir amener, c'est une activité de staffing, c'est-à-dire amener des ressources du coup dans l'organisation. Et là, on va venir chercher, tu vois, des designers avec une dominante produit un peu business ou encore des product people avec une dominante créa ou de discovery. En plus du coup d'intégrer des personnes, on va travailler sur les rôles, responsabilités, les dynamiques d'équipe et les affinités et la façon dont les gens vont travailler pour optimiser le collectif après l'ajout du coup d'individus. Ensuite, on va travailler sur les sujets de formation. Tu vois, notamment pour les profils de seniors ou les profils de leaders, des gens qui, du coup, se sont retrouvés à faire ce métier de manière un peu autodidacte. Et l'idée, c'est de venir amener cet axe de formation qu'on a assez peu, qui est justement du senior leadership ou de la strat ou des sujets comme ça. Et le quatrième versant, c'est Design Strategy for Organizations. Et là, l'idée, c'est de venir en fait aider les organisations à poser des visions produits ou des strates d'expérience pour donner un but au collectif. Donc à chaque fois, c'est la même idée, c'est on travaille les individus dans un collectif pour faire en sorte de créer des squads qui produisent un petit peu mieux. Donc d'une certaine manière, si tu veux, Design Shot, on a un positionnement qui est alors un peu une agence de staffing d'une certaine manière, mais surtout une agence de design organisationnel où le cœur de notre activité, c'est les orgas. Et c'est pour ça qu'on organise des événements justement comme Conclave ou notre société secrète, parce que par définition, on connaît énormément d'orgas de design. Et en fait, ces sujets, on n'en parle pas publiquement parce que on parle d'orga, on parle de façon de travailler, etc. Et donc, du coup, l'idée pour nous, c'est plutôt d'amener des head of design à discuter entre eux au travers de ce qu'on appelait la société secrète et les loges qu'on propose. Et dans ces échanges, apprendre, du coup, avec d'autres head of d'autres orgas et de partager un peu des bonnes pratiques, quoi. Est-ce que tu as le droit de nous révéler certaines choses? Par exemple, tu parlais d'isolement tout à l'heure du designer ou du chef design qui est dans une organisation. Comment tu suggérerais à quelqu'un qui est dans cette position-là en ce moment et qui n'a pas encore appris que le conclave existait? Parce que je sens que le conclave va prendre de l'expansion dans les prochaines années, dans les prochains mois, sûrement. Comment tu... de l'autre côté de l'océan, quoi. Ça va être un bon succès, mais ça serait révélateur d'un grand besoin aussi, surtout. Je pense qu'on est tous un peu isolés et on a de la difficulté à se parler. Je pense que c'est pour ça que les événements de design ont tant de succès. On veut échanger et faire part un peu de nos frustrations, il faut le dire aussi, là. Mais donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui sent ce sentiment d'isolement? Comment on se décloisonne, là? Alors, je pense que l'idée de cloisonnement qu'on peut avoir ou des difficultés qu'on peut vivre, on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Et on a toujours l'impression que les autres, si tu veux, ont résolu tous les problèmes et travaillent énormément. Nous, ce qu'on voit en discutant avec tous ces head of design et autres, c'est que oui, certains vont le faire mieux que toi. Ouais, clairement, ils ont craqué ce sujet et ça fait longtemps qu'ils l'ont craqué. Ils sont plus matures sur cette problématique. Mais il faut pas oublier que tu as aussi l'inverse, c'est-à-dire que leurs problèmes à eux, peut-être que toi, tu les as déjà craqués. Et donc, l'idée, c'est de venir échanger avec des personnes et de partager là où toi, tu as réussi certains succès parce que tu vas faire progresser d'autres personnes en face. Et dans cet échange, qui du coup se veut constructif, tu vas aussi apprendre de ce que l'autre a réussi de son côté. Donc l'idée, c'est déjà, tu veux, de pas avoir un peu ce syndrome, je sais pas si c'est celui de l'imposteur, mais en tout cas, ce syndrome de se dire que chez moi, ça marche pas, il y a rien qui marche, je suis épuisé, rien ne va, etc. Mais plutôt déjà de prendre un moment sur toi et de te dire qu'est-ce qui marche bien déjà chez toi, parce qu'il y a des forces, tu peux pas te retrouver dans une orga avec rien qui va, ou sinon appelle-nous et puis on va pouvoir en discuter, quoi. Mais il y a forcément des choses qui fonctionnent de ton côté. Et ensuite d'aller échanger avec d'autres. Tu auras quelque chose à leur apporter, les autres auront quelque chose à t'apporter, et puis en fait
Enfin, le savoir, c'est quand même quelque chose, si tu veux, qui est immatériel et tu t'appauvris pas quand tu le donnes. Et contrairement à l'argent ou un truc comme ça, où tu vois, tu vas donner de l'argent, bah du coup, tu vas t'appauvrir, t'as donné quelque chose. Le savoir, tu vas pas le perdre quand tu vas le donner. Et je pense que c'est ça qui est aussi intéressant dans le partage de savoir, c'est que ça te coûte rien. Tu vois, la meilleure des choses qui peut t'arriver, c'est que tu vas gagner toi quelque chose, la personne en face va pas s'appauvrir non plus, et collectivement, on va tous s'enrichir en ayant partagé un petit peu tu vois, du savoir en plus, quoi. J'ai vu que lors de l'événement, il y avait des gens aussi qui ont parlé. Je pense que la problématique vient de là aussi. C'est autant qu'on peut être bien dans le département design, c'est d'évangéliser au-dessus. Pas nécessairement en dessous, mais au-dessus, parce que les C-level, les CEO, les CTO ne sont pas nécessairement tous aguerris au fait de ce qu'est le UX, justement. Toi, avec Design Shot, c'est ce que tu fais, mais est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui en sont ressorties, des pratiques intéressantes qui en sont sorties lors du conclave, de bonnes pratiques, justement, d'aller chercher ou d'évangéliser vers le haut? Alors ouais, alors évidemment ce qui se dit dans le conclave, on peut pas trop le partager, donc tu vois, ce qui se dit dans le conclave reste dans le conclave. Ça, il faudra venir à la prochaine édition pour entendre les prochaines versions, quoi. Mais en dehors de la blague, moi ce que je trouve intéressant quand tu discutes justement avec des personnes qui ont accès au COMEX ou autres, en fait, c'est de réaliser que les difficultés que ces gens rencontrent sont exactement les mêmes que toi. C'est qu'à un moment, tu as toujours quelqu'un dans la salle et qui va venir et qui va te dire enfin, franchement, à quoi ça sert le design, quoi. Que ce soit un membre du COMEX, que ce soit un VP tech ou un VP je sais pas, market ou autre, et aussi bien qu'un lead ou qu'un PO ou qu'un développeur. Et en fait, l'idée, c'est juste de te dire, parmi les gens qui tu discutes, quels sont les éléments sur lesquels tu vas pouvoir un petit peu appuyer. Évidemment, quand tu vas discuter avec des développeurs, les sujets sur lesquels tu vas appuyer, c'est l'aspect collaboratif, c'est le fait de gagner du temps en développement, c'est le fait de penser la même chose, de préparer les éléments, etc. Quand tu vas discuter avec des gens du COMEX, c'est par rapport à l'impact que tu vas créer et c'est pas par rapport aux différents éléments. Donc pour moi, c'est plus un shift du coup de ton mindset dans les éléments que tu vas discuter avec ces personnes, où tu vas avoir une approche qui est beaucoup plus sur la discussion de l'impact et la discussion de la valeur que tu génères, avec du coup en face des gens qui sont sceptiques sur ton approche et qui aussi se posent les mêmes questions que ce que tu as pu rencontrer durant toute ta carrière. Donc faut surtout pas croire que les profils qui sont en échange avec du COMEX et autres, en fait c'est bon, il y a tout qui leur est dû et puis ça marche super bien et puis pour eux ça déroule. Non, ils rencontrent les mêmes galères que nous tous et en fait c'est juste qu'ils ont des interlocuteurs différents à des niveaux différents et en fait ce qui change c'est le volume de la problématique que tu gères. C'est plus des projets à 1 million, à 500 000, c'est des projets à 10 millions, à 100 millions, etc. Donc oui, le scale est différent, évidemment, mais le fond des discussions, au final, d'une certaine manière, ça reste le même, qui est c'est quoi la valeur du design, qu'est-ce que tu apportes en tant que designer, et comment est-ce qu'on peut travailler de manière collégiale, de manière plus itérative. C'est toujours les mêmes sujets, quoi. Et qu'est-ce qui est dans le futur du conclave? Qu'est-ce qui s'en vient pour 2025? Est-ce que vous allez donc avoir encore 2 événements? Ouais, on organise donc du coup 2 fois par an le conclave. Une fois pour le moment, on le faisait surtout sur Paris autour du coup, tu vois, de Noël, comme je le disais tout à l'heure. Et l'autre autour de Bordeaux, juste parce que moi je vis à Bordeaux et du coup c'est plus facile de faire venir les gens jusqu'à moi que de moi d'aller jusqu'à eux, tu vois. Et là c'est autour du mois de juin, comme ça permet d'aller à la plage de tous ensemble, donc c'est plus sous un format un peu plus bootcamp, tu vois. Toujours pareil, petit comité, là on aura un nombre de places un peu plus limité. Et surtout ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner maintenant une année sur 2, c'est un peu ce qu'on vise, et du coup de sortir un petit peu de la France, et du coup tu vois par exemple pour l'hiver prochain, on verra où on atterrit. On n'a pas encore choisi la ville qui nous accueille, mais Montréal, bien sûr. Ouais, grave. C'est pas l'hiver, par contre. Je suggérais plus l'été, quand même. Ouais, ça peut faire partie de l'expérience, quoi. Axel, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue. Avec plaisir, merci à toi. Bien, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à mes invités, merci à mes collègues Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Et à lundi, si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech au quotidien. Au revoir, portez-vous bien.